je le savais. Je le savais. Tu as cliqué. Tu es revenu. Alors, on t'avait manqué, cher auditeur? Merci de nous être fidèles. Nous revoilà avec la bande, évidemment. Nous revoilà pour le 2e épisode de cette saison, en compagnie d'Ando, de Lux, de Zach. Comme chaque semaine, évidemment, on va faire un tour d'actualité, mais tu retrouveras aussi tes chroniques préférées, à savoir l'Instant X, la chronique de Zach, la revue de presse, le chiffre de la semaine ou encore la VAR de Glitch. Sans oublier le quiz, comme à chaque fin d'épisode. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Oh, Bonjour. 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 Eh bien écoutez, messieurs, Glitch, c'est parti. Comment ils vont? À merveille. Super Parfait. bien. Super Les bien. températures sont plus clémentes. C'est vrai, ce petit point météo du début à chaque fois. Ouais, c'est un Oui. peu humide quand même, hein. Pas se mentir. C'est vrai qu'on attaque On par la était bien météo. quand même. On devrait Sans- introduire une petite séquence météo quand même. Ouais. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on a Pas fait le sûr. choix politique de mettre des jeunes dans ce podcast, et parce qu'on est vieux, nous. Quand Et tu dis on a nous, pris tu deux penses à mecs qui? À toi et moi, frérot, on a 34 ans. Ah ouais, je pensais exactement aux Et- mêmes personnes en plus. C'est marrant. On a pris étonnant. volontairement des gars de 25 ans pour se dire on va éviter le sujet de la météo. Et pourtant, ce sont mon des. Dieu. Mais Je alors, suis on trop- respire, je pense qu'on a trop de charisme. on respire sans respirer. Tu respires comment à Marseille, Lazac? Très très bien. Très très bien. Le temps est clément. Non, le temps est voilé. Ça me rappelle beaucoup Paris en fait, accessoirement. Ok. Comme quoi, le Paris à Marseille, on est tous les mêmes. hein. Tout à fait. Putain, t'en as des, Ah, t'en as c'est des phrases profondes comme ce ça là. podcast, bienvenue. Ah là là. Bon, un petit tour. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, un petit peu? Ando, t'as fait quoi? Oula, alors moi, je suis toujours en phase de guérison d'un genou Mhm. endolori. Donc, écoute, rééducation chez le kiné, la vie suit son cours. Voilà, petite Ça- routine. Ça te prend combien de temps par jour, ça? 3 heures. Ouais. Eh ben voilà. Ouais. Eh 3 heures. Tu coûtes cher à la sécu, toi. Ah, je coûte cher à la sécu, mon pote. cher. Et Ah, c'est putain. pas fini, ça va encore durer 1 an, donc je t'en prie. Ok. D'ailleurs, ouais. Lux? Ouais, Non, d'ailleurs, pardon. oui. Vas-y, non, Je t'en dis-moi, prie. Zach. Non, en parlant de médecine du sport, le médecin de l'OM a été évincé de ses fonctions hier. D'accord. Si vous avez vu. D'accord. Voilà, je tenais à le dire. Ah ouais, n'hésite pas. Hein. Franchement, n'hésite pas. Quand t'as des petits trucs comme ça, on est preneur. Lux, Vachement pertinent. Merci beaucoup, Zach. Lux, qu'est-ce que t'as Yes. fait cette semaine? C'était quoi ton Écoute, j'ai travaillé cette semaine jusqu'à jeudi soir et j'avais posé mon vendredi. Ok. Et j'étais à la fête de l'UMA pendant 3 jours. C'était très bien. Eh bah, dis donc. Et Oh. Je suis fatigué. Ça a mais l'air en bien, pleine ça. forme quand même. Il y avait une belle programme musicale, il me semble. Ouais, j'ai adoré. J'ai vu Martin Solveig. Ok. Et Oh. bah, Martin Solveig, en vrai, c'est un peu le mec comme ça, on le connaît, on le sent vraiment le connaître. Et j'étais content de le voir. Voilà, Bon, Martin Solveig, c'est quand même costaud. Mais. c'était pas mal. ouais. Attends, c'est le gars qui a fait des vannes cheloues à la cérémonie du Ballon d'Or, non? Ouais. Sur les Ah, femmes. ça, là. c'est vrai, Ouais, c'est ouais. vrai, c'est j'avais oublié vrai. ça. Sur le twerk. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai. Mhm. On s'en Ah, souvient. c'est vrai. Il avait drifté. Juste petite question. Est-ce qu'il y avait Kali? Écoute, je l'ai pas vu. Ouais. L'année dernière, j'avais vu Christophe Maé Ok. et ouais. c'était un bonheur. Quelqu'un l'a vu depuis 15 ans, Kali? Oh là là. Alors pour tout te dire, Zach, je me suis un peu fait découper hier parce que j'ai parlé de Kali et que j'ai dit que c'était une forme de monument. Et les jeunes là autour de la table m'ont regardé en me disant mais attends, Kali quoi? Kali, ouais, ça va quoi, c'est niveau de Raphaël quoi. Après, il y a plusieurs types de monuments. Tu vois, il y a Ouais. l'Arc de Triomphe et il y a. Zach, Voilà. ton avis là-dessus? Mon avis là-dessus, c'est que quand t'as dit Cali, j'ai pensé de suite à California Saumon, California Saumon, donc pour te dire l'impact du mec dans la culture, si tu Ah veux. oui. Bon bah écoutez, je suis seul. Ok, je suis seul. Moi, je j'ai suis seul toujours- sur Kali, il y a pas de souci. Il y a aucun toujours- problème. Ouais, clairement. J'ai toujours Clairement. confondu Kelly et Calogero. Et en fait, Non, j'ai mais je suis découvert beaucoup trop récemment que attaché c'était à pas la même technique. personne. Ça, c'est à un la problème. technique Ouais. Ok. Bon, messieurs, je pense qu'on est parti pour faire un petit tour de l'actu. Let's go. Est-ce que vous êtes Allez. prêts? Et aujourd'hui au sommaire, l'immigration au cœur de tous les débats cette semaine avec comme élément déclencheur l'arrivée de plusieurs milliers de migrants sur la petite île italienne de Lampedusa. S'en est suivi un défilé de politiques qui se sont rendus sur place. Est-ce l'échec de la politique migratoire européenne? Doit-on accueillir plus de migrants en France? On se posera toutes ces questions. Le pape qui rend visite à la Bonne Mère. Cette semaine, le pape François se rendra à Marseille pour 2 jours au programme rencontre méditerranéenne, entretien avec le président Macron, prière à Notre-Dame de la Garde et pour terminer, une grande messe organisée au stade Vélodrome. On vous expliquera tous les enjeux de cette visite historique et enfin, le président de la République qui part à la reconquête des gamers. On s'en souvient, Emmanuel Macron qui avait fait en juin un parallèle entre la violence dans les jeux vidéo et les émeutes. Cette semaine, il a publié un long plaidoyer pour l'univers du jeu vidéo. Alors, est-ce possible
de réconcilier les gamers avec le président? Est-ce un énième coup de com'? On vous posera évidemment la question et on en débattra autour de la table. Et on va commencer ce tour d'actualité avec une thématique qui est relativement récurrente dans notre pays, l'immigration. Et un événement qui ramène ce thème sur le devant de la scène. Plusieurs milliers de migrants sont arrivés par la mer sur la petite île de Lampedusa en Italie. On assiste réellement à un afflux massif. Pour vous donner un ordre d'idée, entre lundi et mercredi, près de 8500 personnes sont arrivées à bord de 199 bateaux, alors que l'île rassemble en temps normal un peu plus de 6000 habitants. Je vous le disais en titre, cet événement est l'élément déclencheur d'un retour du débat sur l'immigration en France. On a vu Marion Maréchal Le Pen se rendre sur place, Éric Zemmour qui évidemment réagit sur tous les plateaux, et le Rassemblement national qui ne s'est pas fait prier pour tacler l'Union européenne. On est arrivé à un point où la présidente de la Commission européenne s'est rendue sur place pour présenter un plan d'urgence pour aider l'Italie à gérer l'arrivée record de migrants sur son territoire. Et pour terminer, le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, est arrivé à Rome pour vanter une forme de fermeté face aux traversées clandestines de la Méditerranée. Alors messieurs, on sent bien qu'il y a évidemment une course un petit peu à l'échalote dans la communication autour de cette thématique, qui est l'immigration. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ces surenchères? Lux, on va commencer par toi. Écoute, moi je trouve que la surenchère est abusée. Je pense qu'on en fait trop pour un sujet qui n'est pas forcément suffisamment pertinent pour être traité de cette manière, et avec une instrumentalisation qui est faite de la part des partis politiques d'extrême droite qui se saisissent de cette actualité. On est au devant là d'une séquence politique qui commence et qui va finir le 9 juin prochain avec l'élection européenne. Et en réalité, moi, ce qui me fait peur, c'est que ça soit le seul et unique sujet qui soit traité, que ce soit celui de l'immigration, alors qu'il y a des questions saines qui doivent se poser sur d'autres thèmes quant à l'Union européenne, sur le marché de l'énergie, sur les salaires, sur le niveau de vie, sur ce genre de choses, en fait. Et pour le coup, on nous balance un petit peu l'étendard comme ça. Et moi, c'est ça que je trouve un petit peu regrettable. Oui, tu le dis très clairement. Évidemment, l'immigration, c'est un des thèmes majeurs pour la droite et encore plus pour l'extrême droite. Évidemment, il y a des échéances électorales qui se rapprochent très vite. Je pense notamment aux élections européennes. En dos, on a forcément dans un coin de notre tête ces élections-là. Et est-ce que, selon toi, on est déjà en campagne ? Alors oui, on est déjà en campagne, puisque finalement, Marion Maréchal qui se déplace à Lampedusa, étrangement, c'est il y a quelques semaines qu'elle s'est annoncée candidate de reconquête européenne. Il l'envoie directement, et pas notamment Zemmour, tu vois, par exemple. Ouais. Donc oui, après on est complètement dans les européennes. Bardella, pareil, qui est le candidat du RN, s'exprimait longuement dessus, a réagi dès la fin de semaine, très très peu de temps après les événements. Après, c'était une séquence politique qui était quand même, je trouve, bien gérée de leur part. Moi, je suis absolument pas d'accord avec leur point de vue, etc. Après, il faut dire ce qu'il faut dire, c'est que ils ont occupé l'espace médiatique au moins depuis quelques jours là. Ils ont fait valoir leurs éléments de langage qui sont parfois vraiment affreux, je trouve. C'est clairement une coïncidence qui tombe bien pour eux et qui se joint du coup à l'échéance politique qui arrive. Zach, justement, quand tu vois cet effet un peu domino, parce que c'est exactement ça, en gros, dès le lendemain, on avait Marion Maréchal Le Pen sur place, juste après, Éric Zemmour qui réagit, Jordan Bardella dans la foulée, et Marine Le Pen qui va aux côtés de Salvini pour justement aussi évoquer cette thématique-là. Ça te parle? C'est quoi? Est-ce que c'est trop gros? Est-ce que c'est limite... en vrai, ça se voit, ça se voit vraiment que la récupération est en marche, quoi. Ouais, non, mais ça c'est classique et c'est le game, si j'ai envie de dire. C'est toujours un sujet délicat parce qu'en tant que... moi, pour le coup, je suis descendant direct d'immigrés. Donc forcément, le discours anti-immigration et racialiste, j'ai du mal. Okay. Mais voilà. Et je pense que ces gens-là, c'est avant tout un travail de com et en fait, sont juste à l'affût d'événements comme ça qui parlent énormément à l'émotionnel. Et du coup qui va scotcher un petit peu les gens et ils vont activer des vieux réflexes de peur pour fédérer. Je pense qu'en fait si seulement ils utilisaient leur temps pour avoir vraiment une proposition concrète sur des vraies questions, et il y en a sur l'immigration, c'est-à-dire que forcément que des immigrés ont des droits mais ils ont également des devoirs, et il y a également une façon de les accueillir avec un cadre, avec un programme d'intégration et d'assimilation qui est aujourd'hui énormément négligé. Je pense qu'on laisse beaucoup de gens qu'on accueille après dans le grand vide intersidéral de notre société. Et il n'y a qu'à voir comme on est accueilli aujourd'hui, et les prestations qu'on a en tant que citoyen français dans le service public. Donc,
j'ai envie de dire, les gars, avant de faire des coups de com' où vous vous foutez dans les caméras avec votre tailleur Chanel, mettez-vous dans un bureau et proposez vraiment des solutions concrètes, hors d'un discours purement racialiste qui va activer les peurs des gens qui estiment que le vrai problème vient du fait qu'on a trop de gens pas franco-français aux origines purement franco-françaises, mais proposer quelque chose de concret plutôt que de juste activer des peurs pour fédérer. Au-delà de cette récupération, il existe un problème. On peut dissocier évidemment l'accueil en lui-même, oui, non, et on peut aussi parler des conditions d'accueil. Il faut qu'on se projette très clairement. On connaît cette immigration économique, celle qu'on connaît actuellement. Dans un futur qui, à mon avis, n'est pas si loin, on va connaître une immigration climatique. Et là, pour le coup, je pense que les proportions ne seront vraiment pas les mêmes. Donc, on sait d'ores et déjà que ce problème-là, il va falloir le gérer. Il va falloir accompagner ces migrants qui vont tout simplement fuir leur pays pour d'autres raisons que des raisons économiques. Je les évoquais à l'instant, les raisons climatiques. Quand on sait que justement, on va arriver à un point où cette immigration ne va pas s'arrêter. Lux, est-ce que clairement, il faut qu'on règle ce problème de manière coordonnée avec l'Union européenne? Est-ce qu'il faut en faire plus? Est-ce que, même posons-nous la question clairement, est-ce que la France doit accueillir plus de migrants? Je suis complètement d'accord sur le fait que on va connaître des vagues de migration encore plus massives que celles qu'on a connues aujourd'hui. Et d'ailleurs, on parle de migration entre États. On aura également un sujet à régler qui va être celui des dom-toms français, des territoires ultramarins où en fait il y a quand même des îles et en fait il va y avoir des mouvements de population en interne au sein même en fait de notre pays. Et en fait, on va devoir traiter ce problème pour pouvoir au mieux accueillir tout le monde et faire en sorte que tout le monde puisse vivre globalement dignement. Est-ce qu'on doit simplement un petit peu changer de braquet et se dire, voilà, il faut être simplement plus humaniste et arrêter un petit peu de brider cet accueil? Parce que là, clairement, on parle de quotas, on parle de répartition, etc. On sait que ça va être de pire en pire avec les années. Ando, c'est quoi ton regard là-dessus? Zach, il a évoqué un point important, c'est l'accueil digne. Oui. Franchement, c'est un vrai problème, ça. Moi, je pense que si on s'engage à être une Union européenne humaniste, ce qui est quand même une des bases de notre union, du coup, Oui. il faut juste qu'on se mette on se donne les moyens, en gros, d'accueillir plus de gens mieux, d'avoir plus de places à dispo pour, tu vois, quand ces gens arrivent, même dans les pays d'accueil, que sont souvent l'Italie et la Grèce, d'avoir justement un meilleur traitement de ces gens-là, qui ne soient pas parqués comme on peut avoir, alors que des fois, tu as des familles on voit les images qui sont terribles, qui sont par terre pendant des heures et des heures, vraiment dans une situation horrible. Ouais, effectivement, c'est à l'échelle d'un pays. Là, on parle, allez, imaginons de 2000 personnes ou 2000 personnes. Par exemple. À l'échelle d'un pays, c'est rien du tout. C'est risible. C'est rien du tout. Et surtout, si on continue un petit peu dans la projection, forcément, ces chiffres vont évoluer, vont voire même doubler, voire tripler, voire plus que ça. Il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il y aura du changement. Est-ce que, justement, au niveau de l'Union européenne, est-ce qu'il faut acter ça dès maintenant et se projeter et se dire que c'est pas quelque chose qui va s'arrêter dès demain? Zach, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je reste sur ma position, c'est que j'attends un programme et une solution concrète d'encadrement et de suivi, quoi. J'ai dans mes connaissances proches des personnes qui ont fait une démarche d'obtention de la nationalité française après un certain temps de résidence sur le territoire français. Les gars ont vécu des épreuves. Je pense que même au-delà de notre baccalauréat et de toutes sortes d'études supérieures qu'on aurait pu faire, le niveau de rigueur était tellement exigeant et on les a tellement pas lâchés pour vérifier qu'ils avaient bien tout suivi, l'histoire de France, etc. Et en parallèle de ça, j'ai l'impression que ces personnes-là, on va les accueillir. Donc, tu vas avoir des assos et des élans humanitaires qui vont faire qu'on va les accueillir, on va leur donner à manger. Mais après, est-ce que la vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est un cadeau qu'on fait à ces personnes, à les accueillir, à leur donner le gîte et le couvert pendant un temps, et puis derrière, une fois qu'il n'y a plus les caméras, etc., on s'en occupe plus trop, quoi. Moi, c'est vraiment l'impression. Attention, je ne suis pas spécialiste du sujet et je parle entre guillemets un peu en tant que profane, mais c'est l'impression que ça me donne de l'extérieur. Et j'ai l'impression que déjà, on a un pays qui a du mal à gérer ses propres citoyens sur certaines prestations sociales.
J'ai envie de dire, les gars, C'est on est vrai. en mesure de gérer ça, en fait. C'est pas une question d'humanisme, c'est une question de travail, de conditions et de propositions concrètes. Et alors, en fait, c'est déformé par l'extrême droite qui derrière va dire, mais en fait, on peut pas les accueillir, on peut pas, c'est plus possible, la France souffre trop. Non, en réalité, j'estime qu'il y a c'est pas une question de capacité physique en disant il y a plus le nombre, il y a plus la place, les Français trouvent plus de logement, etc. C'est pas ça la question. Et encore une fois, là, ils tirent des ficelles qui vont activer des trucs émotionnels chez les gens en disant ouais, mais c'est vrai que je trouve pas de logement, il a raison, tu vois, elle a raison. La question, c'est en réalité, alors, de la même manière que nous, parfois, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont laissées à l'abandon complet en tant que citoyen français. Bah, c'est inquiétant, forcément. Tu vois arriver des milliers de mecs et tu te dis, putain, les gars, nous, déjà, c'est compliqué. Je sais pas ce qu'on va vous proposer à vous, quoi. Et c'est vraiment la question que je soulève. Tu parlais des mécanismes qu'utilise un petit peu, de manière générale, l'extrême droite pour mettre en avant un petit peu ces problématiques-là. Le problème, c'est que en Italie, Giorgia Meloni, elle a été élue sur ce programme-là. Giorgia Meloni Ouais. avait promis, entre guillemets, plus de migrants, plus d'arrivées, et Ouais, entre un guillemets... blocus naval pour bloquer tout ça. Exactement. Résultat de cette politique, Bah, elle est pas sortie de l'UE, Fiasco. Giorgia Meloni. fiasco total. Fiasco Elle est total. pas sortie de l'UE. Elle est donc, pas sortie de l'UE. Non, Et donc- c'est ça qui est marrant, je trouve. C'est finalement, elle s'est fait élire sur un programme avec zéro immigration. Je fais Ouais. ma vie sans lieu et tant pis, j'accueille personne. Et au Ouais. final, là, à la fin de cette séquence, elle accueille à bras ouverts Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Bien Commission sûr. européenne. Et tu te dis, mais c'est marrant parce qu'en fait, du coup, tu as besoin de l'Union européenne là, alors que ça n'avait rien à voir avec ce que Bien tu avais sûr. dit. C'est vraiment une limite par rapport, si on compare avec l'extrême droite française. Tu te dis, mais vous feriez comment finalement? Parce que vous donnez Bah, plus ou moins les mêmes programmes et. Attention, un des... Enfin, il me semble que dans le programme de l'extrême droite, une des priorités, c'est de retrouver une indépendance vis-à-vis de l'Union européenne. Enfin, c'est vraiment le credo. Bon, bien que là, il s'active beaucoup pour être député européen, mais enfin pour les postes de député européen, mais très souvent dans le discours de l'extrême droite, c'est il faut retrouver notre Souveraineté. vraiment exactement notre souveraineté, notre autonomie, en sortant de l'Union européenne et des carcans de l'Union européenne que l'Union européenne pourrait nous imposer, tu vois. Messieurs, on va maintenant parler d'un événement historique, que l'on Alléluia. soit alléluia, que l'on soit croyant ou non justement. Amen. Vous ne pourrez pas passer à côté de la visite du pape à Marseille. Le pape François sera dans la cité phocéenne pour 2 jours. Cette venue s'inscrit dans le cadre des rencontres méditerranéennes. Au programme, il se rendra à Notre-Dame-de-la-Garde pour une prière dans la célèbre basilique. Le pape présidera aussi une messe au stade Vélodrome devant près de 57 000 spectateurs. À noter aussi que le président de la République, Emmanuel Macron, sera présent. On assistera aussi à une descente en papamobile sur l'avenue du Prado. Et donc, finalement, l'avenue du pape François est un événement historique à Marseille parce que, justement, la cité phocéenne n'avait pas accueilli de pape depuis plus de 400 ans. Ah, Messieurs, quand même. Ah ouais. messieurs. Ah oui. Ouais. Alors, croyant, pas croyant, évidemment, je vais pas rentrer là-dedans. D'un point de vue Ou de n'entrons pas citoyen, là-dedans, ouais. est-ce que cette visite représente quelque chose pour vous? Je vais commencer par toi, Lux. Moi, je trouve ça chouette. Surtout, ça fait depuis 400 ans qu'il n'y a pas eu de pape à Marseille. Je trouve ça très bien. Pour les catholiques, c'est une très bonne chose. Voilà. Et même d'un point de vue plus général, sans forcément, justement, je te dis, rentrer dans la religion, est-ce que c'est un événement important pour la France? On sait que, justement, Emmanuel Macron sera présent. Qu'est-ce que tu penses, d'ailleurs, de la venue d'Emmanuel Macron à cet événement-là? Je trouve que c'est bien que la France soit représentée par son plus haut niveau, à savoir son président de la République, pour accueillir un dignitaire étranger, parce que le pape, c'est avant tout, c'est le chef des croyants d'une certaine manière, et de l'autre côté, c'est également un chef d'État, avec un grand axe qui a été le sien, qui était celui de la diplomatie catholique. Donc, pour le coup, je trouve que c'est plutôt pertinent que le président de la République y soit, et c'est une bonne chose. C'est relativement normal. Ah oui, je pense même que ça aurait été une erreur si le pape n'avait pas été reçu par le président de la République. Ondo? Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Au-delà du religieux, en fait, à partir du moment où on reçoit un chef d'État en France, peu importe le pays que ça aurait été, Macron y serait allé. Ce qui est totalement logique, voilà, en termes d'échanges diplomatiques. Donc, j'ai pas trop compris, moi, la polémique sur la remise en cause de la laïcité. Je sais pas. Non, j'ai pas trop compris. Je trouve ça tout à fait normal. Et pour rebondir sur ta question, en tout cas, en tant que citoyen, qu'est-ce que ça fait? Je trouve que c'est quand même un peu une fierté d'accueillir un personnage comme ça, surtout quand ça fait aussi longtemps qu'il n'est pas venu en France, parce qu'il me semble que ça faisait quand même presque 10 ans, je Oui, crois. c'est qu'il ça. était pas En venu 2014, la dernière fois. Alors qu'il venait d'être élu, en fait, à l'époque, quand il était venu. France. Ouais.
Ouais, il venait d'être institué après Est-ce qu'on dit élu la d'ailleurs démission. pour un pape? Bah, ils votent entre eux, non? Oui, il y Ouais, a une le forme de conclave, vote. il y a la ouais. fumée. Au conclave, il y a la fumée blanche. Oui. C'est une démocratie, en fait. C'est une démo. Alors, j'irai pas jusque-là. Mais ok. Oui, effectivement, 2014 à Strasbourg, en dos. Et je trouve ça très cool en fait que notre pays accueille autant de grands événements en même temps, parce que tu vois, ça se cumule avec C'est vrai. la Coupe du Monde de rugby, qui est aussi à Marseille. Du coup, c'est marrant en termes de logistique, tu dois passer d'un stade de rugby à une messe géante pour le pape. Non, t'as aussi la visite du roi Charles III. Oui, ça fait beaucoup de choses là. Hein, cette Ça fait semaine, ouais. beaucoup, mais moi, je sais pas, j'ai toujours ce côté un peu franchouillard, fier de faire en sorte que ces visites se passent bien. Après, voilà, il y a un enjeu sécuritaire derrière qui est pas négligé, mais ça Ouais, aussi ouais. va marcher l'économie, donc c'est une bonne nouvelle, je trouve. Zach, ça représente quoi pour toi, l'avenue du pape en France et encore plus à Marseille? Alors écoute, moi je l'avais même pas vu sous le spectre de. Enfin, sous le prisme de la vie d'un chef d'État. Mhm. Je l'ai vu sous le prisme religieux. J'ai trouvé les remarques de part et d'autre complètement débiles, tu vois. Ok. C'est-à-dire ceux qui étaient anti. Enfin, il y avait le discours laïque d'un côté en disant ouais, mais alors si on applique la laïcité, on doit pas faire un événement comme ça et en plus que le président y participe. Donc débile. Donc déjà, je vais le démonter celui-là dans le sens où Ouais. c'est une question aussi de. Non, mais Il est c'est une question de remonté. rapport démographique aussi. C'est-à-dire la proportion de cathos en France, elle est supérieure à toute autre religion. Donc forcément, bah, tu prends un stade si tu veux faire un gros événement de taille qui accueille le chef religieux en question. Tu vois. Ouais, alors c'était plus sur le vraiment la présence. La participation de Voilà, la Macron, participation moi, je vais de te Macron. la démonter dans le sens où Macron, chaque année, il participe par exemple au dîner du CRIF, ou encore l'année dernière, il était au centenaire de la Grande Mosquée de Paris, donc à aucun moment ce mec-là, il cloisonne, tu vois. Donc, argument débile, et de l'autre côté, ceux qui disent bah, c'est très très bien, parce que la France, c'est avant tout un pays aux racines chrétiennes. Non, non. Argument démographique aussi. Gros événement catho, bon bah stade, ok. Le pape vient, bah stade, tu vois, on va pas faire ça dans un gymnase, tu vois. Non, non, bien sûr. Donc, non débat. Et pourtant, tu as face à toi un fervent défenseur de la laïcité. Mais après, justement, la laïcité, Voilà. justement, à t'entendre, ça passe surtout par, en gros, participer à tous les événements de toutes les confessions. Oui, bah, à mon sens, oui. Bah, pour le coup, Macron, là, pour le coup, il joue le jeu. Bon, je sais pas il participe à des événements bouddhistes, tu vois, mais en tout cas, pour les Ah, trois religions, on les plus devrait aller représentées, chercher les ça. plus représentées- Non, mais chercher. on devrait checker. Ouais. Pour les trois religions les plus représentées en France, bah, il joue le jeu, le gars, tu vois. On va parler, et tu l'as abordé en dos, on va parler de l'aspect un petit peu sécuritaire. Je sais pas si vous vous rendez compte, on attend 57 000 personnes au stade Vélodrome pour la messe, mais on attend aussi 100 000 personnes dans les rues pour assister Ouais, c'est justement une à dinguerie. cette descente Ça va en être papa fou. mobile. Ça va être fou. Vous vous rendez compte ou pas un petit peu 100 000 personnes dans les rues? Ouais. Ouais, Trop hâte t'as de le voir les président et le pape. T'as le président être et le incroyable. pape, c'est Ouais, c'est énorme. c'est chaud. Bon, du Franchement, coup, c'est sûr. c'est un enjeu majeur en termes de sécurité. On va revenir à la Ouais. météo peut-être, mais j'espère pour le pape et pour Ah oui, Macron c'est qu'il vrai. va faire beau, parce que sur le Prado, t'es pas trop à l'abri. Ouais, Après, moi, lui, j'espère papa mobile, surtout hein. qu'ils vont pas mettre les stadiers du stade Vélodrome pour garantir la sécurité du cortège, tu vois, parce que là, sinon, c'est cuit. C'est Mais- cuit. Et ben justement, il me y a semble quand même que... des grandes chances qu'il y soit, Zach, parce qu'on a un peu fouillé. Et Ouais. en fait, ce qui est prévu, c'est qu'il y a donc 5000 policiers, bon, tout à fait normal, qui seront déployés sur les 2 jours de visite du pape, et 1000 agents privés en plus. Donc, On est je suis désolé de te On est dire cuits, que je les connais, tes je les agents connais, ceux de Marseille, on est des cuits. stewards du Vélodrome, ils y seront. Il me semble que la préfète a dit que c'était le plus grand dispositif jamais mis en place à Marseille. Ouais. Donc Exact. clairement, on est sur quelque chose d'historique, même au niveau de la sécurité. Zach, tu comptes t'y rendre ou pas d'ailleurs? Enfin, toi, sans trahir un je secret, tu es à vais- Marseille et... Écoute, moi, j'applique le principe de sélection naturelle. Je suis très darwiniste, donc en fait, j'évite de me donner des chances de mourir bêtement. Et là, pour le coup, je me dis que ce Ah soit bon en termes de Attends, vas-y, mouvement de explique-nous, foule là, j'ai pas bien d'attentat, compris. je vais Oula, l'éviter. comment ça Ouais. Ok. Là, pour moi, là, c'est vraiment un truc à risque, tu vois. Je vais me l'éviter, ce truc. Bon, après, c'est pas comme. C'était à Marseille où il y avait eu les combats de rue entre les Russes et les Et les Britanniques, Anglais. C'était fou ça. Oh là là. Ouais, ça, j'y ai Ça, participé. c'était incroyable. Donc là, Quoi c'est un grand moment de plaisir. Comment ça, mon ref Mais comment ça, mon ref? Au-delà de la blague, Zach, tu penses typiquement que le dispo de sécurité est pas à la hauteur? Enfin, c'est quoi Non, ton je idée pense- finale? Non, je pense que ça va bien se passer. Oui. Si ça se passe mal, finale de Ligue des Champions à Saint-Denis, quoi, tu vois. C'est-à-dire que je dis pas qu'on va avoir le même cas de figure ou les mêmes problématiques, Mhm. mais si dans un événement comme ça d'ampleur, je pense qu'on est très mauvais en France sur ce genre de truc, quoi. En fait, il y aura énormément genre de déminage. En fait, il y aura un déminage systématique de tous les lieux, tous les bénévoles qui se comptent par milliers, notamment, mais les salariés et bénévoles qui bossent en gros sur l'événement. Pareil, ils Ouais. seront fouillés. Je crois ils vérifient leur casier, leurs antécédents. Et Ouais, apparemment, il y en a déjà qui ont été écartés. Donc, moi, je t'avoue, je vois mal comment un couac comme tu dis pour arriver.
Surtout que, tu vois, contrairement à un match de foot où, ouais, pour le coup, il y a eu des vrais couacs, là, il n'y a pas d'antagonisme, en fait, dans la foule qui est attendue, je pense, au Prado. Enfin, je vois pas qui pourrait venir embêter ça. Et tu vois, même si t'es pas croyant et que t'es pas du tout chrétien, etc., bon, au pire, tu passes ton chemin. Mais je suis un peu cynique ce soir, donc. Très pessimiste. Exactement. Ce soir, je suis pessimiste. Ouais, on le sent, on le sent que t'es pessimiste. On va terminer ce tour d'actu avec une phrase, justement, du président de la République, Anthony. J'ai fait bondir les gamers. Ouais, c'est la phrase qui a été choisie par Emmanuel Macron pour lancer son mea culpa au monde du jeu vidéo. Alors, bondir les gamers, pourquoi ? Peut-être par la longueur de son message, qui ressemblait plus à un pavé qu'à un tweet. Notamment, le tweet le plus liké en réponse disait « Il m'a fallu plus de 5 ventolines pour finir le tweet. » Ratio. Non, blague à part, c'est surtout parce qu'en juin dernier, il déclarait ça. Je cite « On a le sentiment que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. » Eux, c'est qui ? C'est les personnes qui ont participé aux émeutes qui ont secoué le pays en juillet dernier, pendant 5 jours, à la suite de la mort de Naël. Et forcément, cette phrase avait fait réagir une jeunesse qui s'était sentie visée et pour beaucoup, en fait, incomprise. Il a donc tenu à clarifier ses propos ce week-end. Je cite encore « J'ai exprimé mes préoccupations fin juin car les codes du jeu vidéo avaient été utilisés par des délinquants pour banaliser la violence sur les réseaux sociaux. C'est cette violence que je condamne, pas les jeux vidéo. » Et dans le reste de son message, en fait, il adopte un discours dithyrambique sur l'univers du jeu vidéo, leur capacité à rassembler des millions de personnes, que ce soit en live évidemment ou en personne, mais aussi son écosystème économique s'est développé autour du genre professionnel, les succès français que sont Assassin's Creed ou encore Dofus, bref, j'en passe. Alors vous vous demandez quelle a été la réaction du côté du monde du gaming. Oui, alors totalement. Il n'y en a pas tellement eu en fait chez les grands noms du milieu, peut-être un aveu d'échec pour le président, alors qu'on sait qu'à l'époque justement Kameto, un des plus gros streamers français, s'était dit trahi par les propos polémiques du président. Par contre Bob Lennon, là sur ce post-là, youtubeur gaming aux 2 millions d'abonnés, a résumé en disant « La prochaine fois, dites que ce n'est pas votre monde mais que ça existe et que vous ferez avec. Ça sonnera déjà plus sincère. » Et ce sera plus court déjà. Ouais, et c'est vrai que le timing en fait de son mea culpa interroge, puisqu'il intervient donc le jour du KCX3, un grand rassemblement de 30 000 passionnés d'e-sport à la Défense Arena. Et outre mesure, une semaine après le GP Explorer 2 dont on vous a déjà parlé dans le premier épisode de Glitch. Bref, moi je voulais savoir juste les gars, vous en pensez quoi de ce message ? Est-ce que vous trouvez ça sincère ou est-ce que c'est bien un coup de com', Zach ? Alors moi, Macron, parfois il me fait penser à Mbappé. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités, c'est des personnalités fortes, je pense, qui sont très bien entourées niveau com. Ouais. Mais il y a un niveau où s'ils ont envie de dire un truc, ils vont le balancer en fait, si tu veux. Et personne de l'équipe de com ose lui dire là t'as déconné, tu vois. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que de base, il y a un chemin prédéfini, mais que lui, il n'hésite pas à en sortir quand il veut. Je pense que Macron, typiquement, il a une équipe de com, tu vois, quand il fait le truc de YouTube avec McFly et Carlito, c'est pas lui qui a l'idée, tu vois. Mais là, une déclat comme ça sur les jeux vidéo, le gars, il se tire une balle dans le pied, c'est-à-dire tu fais toute une strat digitale pour bosser avec des youtubeurs, pour avoir une image sympathique auprès d'une tranche qui t'échappe, tu vois. Et derrière, tu vas partir en roue libre sur les jeux vidéo, c'est-à-dire vraiment, tu t'es pas intéressé à cette jeunesse-là, tu vois. C'est drôle. Mais en fait, c'est ça, c'est ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est en fait le contraste. Quand il parle des jeux vidéo au moment des émeutes, c'est vraiment limite, à la limite du cliché. Ouais. Et là, d'un coup, on le voit, et encore, tu l'as répété, Ando, mais la longueur du message et la force, entre guillemets, avec... long, pour un tweet, waouh. Je te confirme, c'était long. Et en vrai, la force avec laquelle en gros, il veut glorifier ce monde-là, cet univers du gaming. Luc, ça t'évoque quoi ? Pour moi, c'est de la politique, enfin, c'est de la communication politique poussée à l'état pur. Souvenez-vous, c'était l'avant-veille, je crois, des législatives 2022. C'est à ce moment-là qu'il reçoit l'Élysée des gamers. Est-ce que, comme par hasard, on était juste avant une élection ? C'est marrant, ça donne quand même une bonne image, un peu jeune, un peu dynamique, numérique, machin. Et ben voilà, en fait, ils ont simplement été instrumentalisés, et puis la vraie pensée est peut-être ressortie au moment des émeutes. C'était sûrement maladroit, je sais pas comment c'est passé, est-ce que c'était dans une interview, est-ce que c'était du off qui est sorti de la bouche du président, est-ce que c'est quelque chose de vrai qu'il a vraiment tenu, ou est-ce que c'est quelqu'un de son entourage qui a dit, le président a dit ça ? Pour autant, voilà, maintenant il fait ça, maintenant il essaie de la reconquérir. Bah, c'est plutôt malin de sa part, et à voir si ça prend, mais en fait, je pense pas qu'il soit dupe. Après, moi, j'ai hâte de voir les prochaines collaborations entre les youtubeurs et Macron, quoi, pour le coup. Surtout que la dernière avec Hugo Décrypte, qui est une forme de youtubeur, hein, quand même, c'est un de ses canaux, en tout cas.
qui s'adresse en tout cas à ce même public, ça s'est pas super bien passé, contrairement à d'habitude, non. parce que pour le coup, des vidéos comme avec McFly et Carlitos, c'est des masterclass, hein, franchement, faut le dire. Moi, je pense qu'il y a une rupture qui s'est produite au moment de la réforme des retraites. Où, en fait, pour la première fois, il y a des influenceurs qui ont pris la parole sur des sujets politiques, qui est des sujets politiques nationaux et économiques. Alors oui, avant, sur par exemple Black Lives Matter, il y avait eu des mouvements. Sur l'écologie, il y avait également eu des prises de position des influenceurs. Sur un sujet genre purement politique, vraiment du quotidien, c'était vraiment quelque chose qui était pour la première fois fait, avec des stories en manif, des petites vidéos, etc. Même simplement des petits messages qui étaient postés par-ci par-là. Et donc je pense que maintenant, il y a quand même quelque chose, il y a je pense un certain rejet du président de la République qui a pu se diffuser au sein de gens qui n'étaient pas forcément politisés habituellement. Zach, justement, quand on voit un petit peu ce « et en même temps », parce que c'est clairement ça en fait, d'Emmanuel Macron, le discours évidemment change en fonction du public qu'il veut cibler et surtout des moments les plus pertinents. Franchement, ça t'inspire quoi ? Moi, ça me soulève une question que je voulais poser à Lux, justement. Oui. Est-ce que quand ils font des stratégies comme ça, quand ils en parlent en off, les gars, ils sont capables de se dire, bon les gars, il y a 80% des jeunes qu'on va cibler qui vont savoir que c'est de la com et ça va les gonfler. Nous, on cible les 20% qui, quand bien même se disent ça, vont avoir à terme une image sympathique de nous. Et c'est mieux ça que rien. Je pense que tu réfléchis pas vraiment comme ça. Je pense qu'ils se disent simplement, c'est le bon message à passer à ce moment-là. Au bon moment, surtout. C'est lisse, quoi. Complètement lisse, en fait. Je pense complètement. Après, faut toujours se méfier quand on voit dans un article un proche d'eux dit que, un proche de machin dit que. Ouais. Des fois, il y a vraiment des gars qui ont mandat pour parler, auquel cas c'est carré, etc. Des fois, c'est le communicant absolument obscur d'un ministre absolument obscur qui n'a jamais rien entendu, mais en fait, apparemment, il aura entendu que le président de la République a dit en 2004 que. Et en fait, des fois, c'est un peu éloigné. C'est pour ça que l'idéal, en fait, c'est simplement de regarder les vraies prises de parole qu'on appelle on, qui sont des prises de parole qui, en fait, ont vraiment été tenues face à un journaliste et qui sont purement assumées. C'est pas une source proche du dossier qui rapporte l'information, c'est la personne concernée. Ok, très clair. Après, tu vois, Zach, tu parlais de la com, de l'équipe de com, justement, de Macron. Le tweet fait quand même, là, je regarde sous mes yeux, 19 000 likes, tu vois. Donc, je me demande si ils voient ça comme une défaite. Hein. Non, en vrai, c'est une bonne visibilité. C'est un truc qui a été relativement pour bien pas liké. de l'avoir fait. Pour le comparer à d'autres tweets, en vrai, 19 000, c'est quand même conséquent. Souvent, même les tweets de rôle, tu vois, qui tournent un peu sur Twitter, etc. Ou X, devrais-je dire. X, exactement. Exactement. C'est en dizaines de milliers de likes. Donc, pour moi, je pense que c'est pas forcément une défaite. Enfin, au moins, je pense pas qu'ils le voient comme ça à l'Élysée. Mes chers amis, c'est l'heure du chiffre de la semaine. Allez là. Allez. Oui, je paye des supporters. Il y en a qu'un que j'ai pu payer, j'avais pas assez d'argent. Le principe est simple. Le chiffre de la semaine, je vais vous donner donc un chiffre, un nombre, une grandeur, et vous allez devoir deviner à quoi cela fait référence. Ce chiffre peut avoir un rapport avec l'actualité ou non. Okay. Et c'est à vous de deviner en me posant des questions. Et en vrai, je vais être relativement vague dans mes réponses. Mais c'est à vous de deviner justement à quoi cela fait référence. Le chiffre de la semaine est 217. 217. Alors du coup, vous pouvez me poser vos questions. Le salaire de Verratti. Ah oui. C'est constante, ça. Ouais, 210. Oui, c'est bien. 217, c'est pas mal. C'est une belle reconversion. Pas sûr qu'il ait fait une bonne affaire en partant. 217 par seconde, ça peut être pas dégueu. Ça peut être pas dégueu. Ouais. Est-ce que c'est en lien avec une des 3 actus qu'on a abordées aujourd'hui ? Ce n'est pas en lien avec une des actus. C'est en lien avec l'actu quand même ou pas ? C'est en lien avec une actu. C'est quand même bien global, bien général. Mais oui, c'est dans l'actu. Est-ce que c'est un chiffre démographique ? Social. N'est-ce pas, Zach ? Qu'est-ce que tu entends par là, Andoni ? Est-ce que c'est une donnée relative à une population Allez, le pompeur. Je vais vérifier du coup. J'en reviens pas. Il est possible que ce soit un nombre de personnes, effectivement. Comment ça, il est possible ? C'est le cas. Ah, oui, voilà. d'accord, ok. D'accord, et le mec est vraiment vague. Il est possible que tu ailles trop vite, ça, oui. Mais oui, c'est un nombre de personnes. C'est le nombre de personnes attendues pour le pape. 217 ? Ouais. Oui, alors qu'on vient de dire que c'était 100 000. Mais ouais, 217. Finalement, le revu à la baisse, finalement, ils sont 217. Écoute, oui, non, c'est bien un nombre de personnes. Est-ce que c'est lié, tu vas pas refaire un chiffre comme j'ai fait la semaine dernière, lié au monde du travail ? C'est lié au monde du travail. Okay. Oui, c'est lié au monde du travail. Innover, les gars. Ah bah, tu vas voir qu'on va innover, t'inquiète pas. 217.
Est-ce que ça concerne la santé? Ça ne concerne pas la santé. Ok. C'est 217, t'as pas un indice à donner, Galup? Et non, parce que vous irez trop vite au but. Non, vraiment Ah. pas. Vraiment pas. Donc on a dit que c'est plus ou moins dans l'actu et que c'est non, c'est pas démographique. Si, il a Si. dit que c'était démographique. Et c'est lié au monde du travail, du coup. C'est simplement, ce que je vous dis, c'est simplement un nombre de personnes. Ah, je sais. C'est le nombre de personnes qui vont être licenciées à cause du recours à l'intelligence artificielle dans une entreprise qui est située en banlieue parisienne. Oh, ok. C'est ça? Oh, le Oui, mec. parce que c'est Lux Mais qui non. s'occupe des licenciements, du coup il était directement au courant. Ah Quoi? Ah, bah voilà, bah oui. Bah écoute. C'est fou ça. C'est fou. Ah ouais, t'es beaucoup trop chaud, Lux. Et c'est D'accord. dès 2024, ça qui est quand même, qui fait quand même très peur. J'ai Eh lu l'article ce ben, matin. Et 217 sur une entreprise de combien? C'est plus de la moitié. Ah, c'est largement Ah oui. plus que la moitié, Déjà ouais, en d'ailleurs. plus. Ah ouais. Ouais. Lux, bah écoute, ouais, t'es Mais j'ai lu plein dans le l'article ce mille. matin. Voilà. Eh bien. Bah pour vous donner le détail un petit peu, en fait, c'est une entreprise française qui va donc licencier plus de la moitié de ses employés pour les remplacer par des logiciels d'intelligence artificielle, comme tu l'as dit, Lux. C'est la société Onclusive qui est spécialisée dans la veille médiatique et les relations publiques. Et donc cette entreprise va se séparer de 217 postes sur 383. Ils vont se séparer de ces personnes d'ici juin 2024. Et il s'agit en vrai du premier plan social d'une telle envergure lié au développement des IA. D'après la direction, cette transformation était nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise et pour améliorer le service offert aux clients. Eh ben. Et donc désormais, les revues de presse et résumés fournis aux clients seront réalisés par des logiciels d'intelligence artificielle. Trop hâte que Lux soit remplacé par sa revue de presse dans le podcast Glitch. Punaise, il faut que je me renseigne. Lux GBT. 25% de notre podcast remplacé par l'IA. Oh punaise, et 100%. C'est incroyable. 100%, allons-y, hein, je vous dis, 100% remplacé par l'IA. Non, est-ce que ça vous parle? C'est des thématiques que vous entendez autour de vous, ça? Le remplacement de vos postes, le remplacement de Le postes grand en général? remplacement. Le grand remplacement, alors non, on n'y est pas. Mais C'est le suivant. c'est des choses, je sais pas, que vous évoquez avec vos collègues, avec vos amis? Oui, on en parle un peu parce que déjà ça nous concerne un peu plus. Ouais. Et en fait, on a tous essayé ChatGPT Ouais. et en fait, en essayant de remplacer les petites tâches chiantes qu'on peut avoir au travail, et bah mine de rien, on se dit oh là là, en fait, je sers pas à grand chose sur des tâches qui sont répétitives et pas du tout intéressantes. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'en fait, il y a eu un mouvement avec la désindustrialisation où en fait, on a supprimé des postes qui étaient en soi des postes peu qualifiés dans l'industrie. Au fur et à mesure, on remplace par exemple les caissières par des machines, etc. Ouais. Et en fait, les cadres se pensaient à l'abri. Et en fait, aujourd'hui, le grand enjeu, c'est qu'en fait, les cadres au début de carrière notamment, vont être remplacés. Et en fait, la question qui se pose et qui était ce matin posée dans le Figaro et qui était vachement intéressante, c'est en fait, comment est-ce qu'on va atterrir à avoir, par exemple dans le milieu du conseil, à avoir des seniors si en fait, le travail que tu faisais quand tu étais junior, et ben en fait, aujourd'hui, il est remplacé par une intelligence artificielle. Donc, en fait, ça demande de tout repenser, le système de formation Ah ouais. au début de carrière pour qu'en fait, bah, Cet tu homme puisses a quand lu même le Figaro. passer au-dessus, quoi. C'est hyper intéressant. Zach, l'arrivée de l'IA, ça représente quoi pour toi? Sur plein de sujets qui me sont chers dans ma petite vie. Ouais. En matière de formation, aujourd'hui, on va se passer de formateur parce qu'on peut faire bouffer un PDF de 80 pages à une IA en 4 minutes. Ah ouais. Ouais. Et bien elle va sûr. pondre une formation avec des quiz à partir de ce PDF. Et c'est pressant Ben, du coup dans ton milieu, Zach, cette idée-là? Ça arrive et je pense que d'ici 10 ans, en fait, on fera confiance à des PDF bien sourcés pour pondre une formation. Il n'y aura pas besoin d'une supervision humaine, ni pour vérifier la pertinence d'une source, ni pour créer une ingénierie pédagogique qui au final, la machine assume très très bien dès maintenant. Donc j'imagine dans 10 ans la dinguerie que ça va être. Et alors en plus, il y a un nouvel outil là maintenant qui permet de prendre une vidéo, de la sous-titrer, de reproduire la voix de la personne. C'est-à-dire que ça capte la voix de la personne, ça reproduit le même discours dans une langue étrangère et ça modifie le mouvement des lèvres pour accompagner ouais, j'en entends ça. parler. C'est-à-dire que tu sors aujourd'hui une formation, tu peux la décliner dans tous les pays du monde. Ça aujourd'hui c'est faisable. Ah, c'est ouf. Mais J'ai vu au-delà ces de ça, vidéos, là, l'ingénierie cette pédagogique de créer un contenu intellectuel visant à l'apprentissage, ça peut être automatisé pleinement par une intelligence artificielle. Pour le coup, vous, c'est assez pressant et tout. Nous, c'est quand même... Je dis nous parce qu'avec Galup, du coup, on travaille dans le milieu de la presse, des médias. Je trouve qu'il y a quand même un vrai tabou, en fait, parce que c'est vrai que l'IA pourrait faire certaines tâches, même éditoriales, tu vois, Ouais. poser des questions et tout sur un thème où elle a ingurgité plein de données,
de choses intéressantes qui peuvent l'aider à bosser. Mais en fait, on n'en parle pas du tout. Alors qu'il y a eu des exemples, je crois, dans d'autres pays, tu vois, où il y a des journaux qui sont faits par de l'IA. Mais moi, j'ai l'impression qu'on fait un peu l'autruche. Donc, moi, ça me va très bien. Mais en fait, on en revient au même point que dans tous les milieux. En fait, les postes, qui font des tâches les moins, entre guillemets, moins intellectuelles. Par exemple, pardon, dans vos métiers, mais bâtonner un communiqué de presse, bâtonner une dépêche AFP, mais n'importe qui peut le faire. Et même une intelligence artificielle à terme pourra le faire. Mais on en revient sur la même question, en fait. Comment, du coup, on arrive, par ce premier biais, on passe ensuite à un autre biais, etc., une autre étape dans le parcours de formation, quoi. Oui. Mais en vrai, oui, on peut se poser la question. Et au niveau de la musique aussi, les gars, et c'est le sujet, dans le monde de la création, et j'ai par extension dans le cinéma, il y a de gros soucis éthiques qui se posent sur la position des scénaristes et des acteurs. Pas mal d'acteurs ont accepté récemment, soit par inadvertance, soit par négligence, mais il y a plusieurs années de ça, de céder complètement leur image aux studios qui les employaient, ce qui fait que même post-mortem, les studios pourront utiliser leur image. Et vraiment, j'insiste sur ce point, dans 15 ans sur Netflix, vous pourrez regarder Jumanji avec la tête de Zac Efron. Messieurs, il me semble que c'est l'heure de notre petit rendez-vous de la semaine avec Lux. Oui, Lux, c'est comme chaque semaine, évidemment, tu nous as sélectionné 3 articles de presse que tu vas nous présenter. Et on commence par une belle histoire. C'est celle du youtubeur Jigme qui a été retrouvé par le Figaro. Tout à fait, Olivier. Dans le Figaro ce week-end, un super article sur la reconversion de Jigme. C'était un symbole des années 2010 sur Complètement. YouTube. Il commence en 2012, il est étudiant, il se lance sur YouTube en faisant ce qui marchait très bien à l'époque, des vidéos humoristiques. Mais avec une nuance par rapport au podcast Face Caméra de Norman de Cyprien, qui cartonnait aussi à l'époque, Jigme, lui, propose des scénettes, des vidéos humoristiques qui sont un peu plus scénarisées. Il fait intervenir souvent des jeunes autres humoristes, des jeunes créateurs de contenu, acteurs de la sphère Internet. Il cartonne, il enchaîne les succès, les vidéos à 10 millions de vues, jusqu'au jour où l'algorithme devient de plus en plus exigeant, l'obligeant à tourner davantage de contenu pour maintenir l'intérêt de la plateforme. Face à la pression, il arrête YouTube en 2019. Ensuite, il change de vie, il passe une formation en agroforesterie, puis un CAP cuisine. Il achète plusieurs hectares en Dordogne et il cultive des fruits et des légumes avec sa compagne. Une vie qu'il préfère à un équilibre qu'il dit au Figaro avoir retrouvé. Un retour qui a été apprécié, on l'a vu, il est revenu sur les réseaux sociaux. Il publie désormais de manière moins régulière qu'avant des petites vidéos de cuisine, de jardinage. C'est un article que je vous recommande qui est sur le site du Figaro. Alors, beaucoup moins drôle maintenant, une conséquence insoupçonnée du réchauffement climatique. Tout à fait. Quand on pense au réchauffement climatique, on pense aux ours blancs, à la montée des eaux, à la nécessité de faire évoluer nos modes de vie, de moins polluer. Mais on a découvert dans le monde ce week-end un impact complètement insoupçonné du réchauffement climatique, en tout cas à mes yeux. Une étude montre une corrélation entre catastrophes naturelles qui sont renforcées par les changements climatiques et l'augmentation des mariages forcés dans certaines régions du monde. Oula. Quelques chiffres énormes qui sont quand même un petit peu édifiants. Au Bangladesh, les années où une vague de chaleur a duré de plus de 30 jours, le nombre de mariages de filles de 11 à 14 ans a augmenté de 50%. Oh. Dans certaines parties d'Éthiopie, le mariage forcé a augmenté en moyenne de 119% en 2022, pendant la sécheresse la plus grave que le pays ait connue depuis 40 ans. Alors pourquoi ce lien ? Qui dit sécheresse, épisode climatique difficile, dit nécessité pour les populations de trouver d'autres revenus, et notamment ça passe souvent par la réception d'une dot qui est versée par la famille de l'époux à la famille de l'épouse. C'est un article qui est édifiant, qui est très intéressant et qui est très triste sur notre époque et qui est retrouvé sur le site du Monde. On l'avait pas vu venir celle-là. Et pour finir, Cocorico, c'est vrai. Cocorico, un Français mis à l'honneur outre-Atlantique, c'est le cuisinier Maurice Sacco. Exactement, le magazine américain Time a publié comme chaque année la liste des 100 personnalités de demain. Ils ont demandé à 100 personnalités d'aujourd'hui de sélectionner chacune une personne à qui ils souhaitent rendre hommage. L'acteur français Omar Sy a sélectionné le cuisinier Maurice Sacco. Il a donc été mis à l'honneur dans le magazine avec une une personnalisée. Le magazine américain est revenu sur le parcours du jeune cuisinier, de Top Chef jusqu'au lancement récent de plusieurs de ses restaurants à Paris. Il fait d'ailleurs une annonce dans cette interview qu'il a donnée au Time. Il ouvre le Lafayette, un restaurant qui sera situé à 2 pas de l'Élysée, dans l'ancienne résidence du général Lafayette. Au menu, cuisine traditionnelle française. Jigme, incroyable. Franchement, c'est vraiment une belle histoire. C'est vraiment un mec qui rappelle l'époque d'il y a 10 ans. C'est un peu les émotions, tu vois, on était encore un peu enfant. Pas tout le monde autour de cette table, mais voilà. Pas du tout, on avait votre âge, les gars. Merci. C'est incroyable. Mais je suis très heureux pour lui et franchement, inattendu, mais trop cool au final. Ça pose des questions en fait, même sur la pression qui est quand même mise sur les créateurs de contenu, sur les youtubeurs, etc. Et qu'en fait, il faut pouvoir traiter ce quotidien tout en cherchant de nouveaux annonceurs, tout en ayant toujours des bons résultats avec l'algo, etc. Donc en fait, c'est quand même
On les envie un compliqué. peu, mais on les envie pas vraiment en fait. Mais en fait, oui, En vrai, c'est la productivité, quoi, surtout. c'est une forme de pression à gérer et que bah, lui a choisi tout simplement de sortir de tout ça. Il a choisi de la Mais en boire. vrai, les gars, c'est même pas une question de fame. Hein. Je pense que si vraiment ce qui t'anime, c'est la création et ce que tu produis et la qualité de ce que tu produis, l'époque actuelle est très compliquée pour un créatif parce que justement du fait de ces algorithmes et dans un monde de création, que tu fasses de la musique, des films ou des séries ou des vidéos YouTube, si ta cadence de production ne suit pas, ton public te tourne le dos parce qu'ils estiment que t'es un mec qu'on voit plus, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec un album par an par un artiste, alors qu'avant, c'était tous les 4 ans. Des séries qui s'enchaînent à un rythme incroyable et au détriment du cinéma d'ailleurs, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, produire un film, en fait, ça fait plus peur en comparatif avec ce que ça demande de produire une série. Et comme on consomme énormément la culture, et les jeunes la consomment de façon compulsive, si t'es youtubeur au vu, surtout en fait, selon où t'en es dans ta carrière, c'est-à-dire si t'as pas passé le step où t'as 15 mecs, 15 prestats qui t'accompagnent pour que t'aies produire la vidéo, faire les visuels, faire la miniature, faire le son, etc., tu peux vite te fatiguer. Hein. C'est-à-dire lancer une chaîne YouTube aujourd'hui, déjà tu vas mettre 3 ans à faire une communauté respectable. Pendant les 3 ans, si tu fais pas une vidéo ou 2 vidéos par semaine, l'algo il va te mettre de côté. Ouais. Donc ça veut dire que tu dois produire 2 vidéos par semaine pendant 3 ans pour zère, et en plus tout seul avec tes moyens du bord. Donc faut une sacrée Eh bien. volonté quand même. Tu vois. Non, Et c'est si clair. t'es créatif, forcément après ça suit plus parce que la créativité elle a besoin de périodes de repos et de contemplation pour pouvoir avoir l'inspiration. Ouais, Ça y est, évidemment, c'est une je- forme de je- pression où tes viewers, tes téléspectateurs te poussent à faire encore mieux chaque semaine. Et oui, certains ont choisi de... Courage à eux. Courage, oui. Courage à Courage. eux, effectivement. Courage la team. Courage la team. Courage la team. C'est l'heure de l'instant X, messieurs. Oui. Oh, Il est l'instant bien X, c'est quoi Vous me le On rappelez un raconte. petit peu? Quelqu'un est là pour me le rappeler? Je le rappelle très bien, c'est le meilleur tweet de la semaine que chacun a sélectionné et que Ouais. du coup on vous présente en exclusivité ce soir. Mais tu sais quoi, t'as l'air bien parti en dos et tu vas nous proposer ton tweet de la semaine. Alors, ton tweet, on dit encore un tweet d'ailleurs? Bah, je crois que pour le coup ils n'ont pas trouvé de nom Bah avec ouais. X, donc C'est on très va bizarre, continuer à ouais. dire ça. C'est vrai. On dit un X. On dit un X? Ok, non, on va rester Non, on va sur un rester sur un tweet. tweet, non On va rester sur un tweet. Alors, Donc, Pour le en coup, dos. moi mon tweet de la semaine il est vachement, comment dire, c'est un débat très sérieux, profond et qui me tient pas mal à cœur que j'ai à vous présenter. C'est un truc qui m'a fait beaucoup réfléchir et je vous le lis parce que c'est un peu de la poésie. PK, le début d'un couple, personne pète. Zerma, c'est un battle royale, le dernier à tenir sans prouter, à gagner. Ça y est, juste pète, que je puisse avoir un justificatif pour expulser tout le gaz nucléaire contenu dans le trou de mon cul. Bref, RT Fav. Donc voilà, je voulais vous poser cette question-là parce qu'elle m'a conduit toute la semaine. Waouh. J'ai pas trouvé la réponse personnellement, j'attendais d'avoir la vôtre. Ok, donc c'est quoi la question finalement? Refais-le nous, synthétise-nous tout ça. Parce que là, j'ai. J'ai vraiment que je la refasse. Ah ouais, Je vas-y, suis pas refais-la sûr. nous, refais-la nous. Alors je vais synthétiser. Pourquoi Ouais. le début d'un couple, personne pète? Voilà. Voilà. Oui. Ok. Zach, t'as un avis là-dessus? Pas tout le monde ne pète déjà. Ça, c'est quelque chose que peu de monde le sait. Ah d'accord, ok, donc les êtres humains ne pètent pas. Ok. Les C'est gars, le scientifique qui parle ou c'est quoi? Non, c'est pas le scientifique. Donc il n'y a Déjà, pas de c'est débat très chez toi. mauvais sur- D'accord. Non, je crois que les gens pètent en moyenne 25 fois par jour, je crois. Ah Et, ouais. C'est ouais. 25 fois. Ah ouais. Ouais, C'est je crois que c'est beaucoup. entre 15 et 25 fois pour un être humain normalement constitué. Ok. Et, Ok. et c'est très chiant que tu me poses cette question parce qu'en plus, tu vois, je suis célibataire, je suis en dynamique de séduction, je sais pas Ouais. qui va entendre ce podcast. Bah vas-y, là- dis-nous maintenant que tu y es, de toute façon c'est trop tard, hein, clairement. Non, moi je suis pas partisan du concours de paix en couple, quoi. Ok, Ouais, moi c'est pas, je trouve ça. mais c'est- allons-y, genre. comme la j'en sais rien, religion, c'est du domaine de l'intime, tu vois, pour moi. C'est super impoli, c'est-à-dire que tu t'envoies un truc pas agréable dans la gueule de la personne, tu vois. J'en reviens pas qu'on ait ce débat. Après, tu vois, j'en reviens c'est pas qu'on ait ce fou, débat, mais- mais finalement, le tweet que je vous cite de Lowliette, il a été quand même liké 6400 fois, donc je pense qu'on n'est pas Non, seul mais à se poser l'épée, la ça question, marche. tu vois. L'épée, les Peut-être. chutes, ça marche aussi. Les gens qui tombent, ça marche. Peut-être que la forme Il y a du tweet des- était un peu marrante aussi, Oui, je je l'accorde. pense complètement. Ouais. La forme est marrante. Non, alors quoi, c'est un sujet tabou? Ça y est, on y est là? C'est un sujet tabou, Lux? Je pense que c'est un peu un sujet tabou. Ouais. Ouais. Je pense qu'on peut Ouais, pas en merci, parler. ouais. Ouais, en vrai, je suis de cet avis-là aussi. Lux, ton tweet? Alors, ça fait écho un petit peu à ce dont on a parlé tout à l'heure. Situation critique à Lampedusa avec l'arrivée de 6000 migrants. Oui.
et 6000 journalistes de chaînes d'information en continu. Qu'est-ce que ça C'est un sous-entend, autre ça, Luc? registre, hein. Allons-y, parlons-en. On va pas refaire le match. On va pas refaire le match, effectivement. À remettre le dentifrice Non. dans le tube. Bah pour schématiser, en gros, ce qui dénonce, c'est un petit peu évidemment le projecteur qui est mis sur une situation Ouais, complètement. à un instant T. Et on se dit, bah voilà, donc les politiques se déplacent, les journalistes se déplacent, on n'en parle plus dans 2 semaines, quoi. En gros, c'est un petit peu ça le problème. Zach, Oui. ton tweet. Alors, mon tweet de la semaine, c'est de la part du docteur psycholégiste, qui est un psychiatre sur Twitter, que Ok. je suis, forcément. Et son tweet, c'est au sujet des choix de spécialités médicales à l'internat de médecine. Donc, quelles sont les spécialités que les internes choisissent? Et lui, il a sorti le rang médian des internes et des choix de spécialités qu'ils faisaient en fin d'année au moment de choisir leur spécialité médicale. Et on se rend compte qu'en fait, ceux qui choisissent psychiatrie, c'est plus par dépit qu'autre chose, parce que c'est généralement les derniers du classement et que très peu de monde veut faire de la psychiatrie. Et le tweet, c'est celui-là. Je le dis et le répète, tout le monde va s'en foutre de la psychiatrie tant que la consultation ne sera pas revalorisée. C'est dur à entendre, vous voulez pas entendre parler d'argent, mais la réalité, c'est que les étudiants préfèrent une spé lucrative, c'est comme ça. Donc, en gros, cette personne reproche que la spécialité de psychiatre ne soit pas assez valorisée, du coup, les En jeunes gros, s'en détournent. si on schématise un petit peu, les moins bons soignants, entre guillemets, ceux qui ont les moins bonnes notes, vont se tourner vers la psychiatrie parce que en vrai, c'est ce qui reste, tout simplement, c'est ça? Parce que les premiers du classement choisissent toujours d'autres spé plus lucratives, selon cette personne, et du coup, il reste plus que la psychiatrie à choisir, donc ils prennent psychiatrie s'ils n'ont pas le choix. Ando, t'avais un truc à dire? Ouais, j'ai une question. En fait, il y a un facteur genre de la psychiatrie, comment dire. Le fait que les gens choisissent très peu la psychiatrie, est-ce qu'il y a autre chose que l'argent? Est-ce que c'est une médecine qui est plus dure à apprendre? Pourquoi les gens n'y vont pas par passion comme dans d'autres spé, par exemple? Parce que c'est une question de moyens aussi en France. La psychiatrie, c'est vraiment une spécialité que tu exerces dans des conditions très difficiles, que ce soit en hôpital psychiatrique, etc. Bon, déjà, tu vois des choses dures, mais dans toutes les spécialités médicales, c'est le cas. Mais à côté de ça, il y a tellement peu de praticiens et le système est tellement mal organisé au niveau de la prise en charge de la santé mentale qu'ils exercent dans des conditions compliquées. Ok. Moi, je connais moins les Ouais. psys, mais il y a un truc qui me tend constamment. Et je monte en pression, oui. C'est Ils se gainent. les médecins qui se plaignent sur Twitter constamment de pas être suffisamment payés, Mhm. alors qu'ils sont quand même payés bien plus que 80% des Français. Et c'est un truc qu'on ressort tout le temps. Ils chouinent, ils sont à 3000 nets par mois, c'est bon. Franchement, au bout d'un moment, Non, ils sont à plus de. Ils sont à plus que ils sont à 3000 mètres par mois. Quand ils- Ah, mais bien Pardon, sûr, ouais. mais bien sûr. Et ça chouine Ouais. constamment. Les mecs, ils font les 3-8 à l'usine, on les entend pas, quoi. Ouais. Attends, déjà, ils gagnent pas 3000 nets, ils gagnent 3000 nets s'ils travaillent 3 jours par semaine. Oui, c'est ça, Mais, oui. Ah ouais. Mais il faut voir comment il les gagne. Ce que veut dire un médecin généraliste quand il dit on nous paye pas assez, il a raison dans un sens parce que il a une consultation qui est payée 25 €. Bah ouais, pour 10 minutes, c'est pas mal, ouais. Ouais, mais lui il te dit j'ai un bac. Non, mais lui il va te dire j'ai un bac plus Tendu. 12, si tu veux. J'ai un bac plus 12. Je dois soigner des gens. Je veux passer au moins 40 minutes avec une personne pour vraiment investiguer ce qui va pas, etc. Donc si vous me payez pas plus la consulte, en fait, je vais la voir en 10 minutes. Parce qu'au final, sur les 25 €, il va me rester 11 € dans la poche. Moi, j'en ai juste marre des gens qui chouinent. Bon, d'accord. Bah, je trouve que tu chouines là. Ça va, je chouine. Il chouine en tout cas. Bon, ce que, Je suis ouais. tout le temps, lui. Moi, je vous propose un petit tweet. Pas de débat, en vrai, pas de débat, je pense, pour ce tweet. Oh. Désolé, c'est juste Ok. un petit bravo. C'est un tweet d'Inoxtag. On en a déjà parlé dans Tu l'aimes cette bien, émission. lui. Je l'aime bien. Oui, honnêtement, ouais, j'aime bien. Je pense qu'il est promis un grand avenir et il est relativement jeune encore, donc je pense qu'il a tout l'avenir devant lui et ça va plutôt bien se passer pour lui. Un tweet qui dit merci Nike de me faire confiance pour mon projet sportif. Donc vous le savez, Oui. Inox va J'allais t'en parler, tu vois. exactement. Par Ah, Inox Tag. t'allais m'en parler? Bah, je l'ai vu aussi. Il a fait une collab du coup avec Nike Ouais, pour justement son projet. ouais. Et franchement, la paire de TN, elle est vraiment fraîche. Alors voilà, donc on le rappelle, Inoxtag a pour projet de gravir l'Everest. Projet assez fou. Ça, pour le coup, on en avait déjà parlé pour les youtubeurs. C'est des projets qui deviennent complètement dingues. Et Nike a décidé de s'associer avec Inoxtag et de proposer une gamme complète de vêtements et, comme tu le dis, une paire de requins. Alors, les requins Le comme nom à à l'ancienne. l'époque. je Et préfère. en réalité, j'ai la photo sous les yeux. Je vous invite à aller voir sur les réseaux. Il a partagé ça sur Instagram, sur Twitter, Ah, évidemment. non, c'est stylé. Hein. Toute la gamme de vêtements est plutôt cool. Et je voulais vous en parler simplement. Évidemment, c'est pas simplement parce qu'il y a une collaboration. C'est aussi parce que Inoxtag
avait tweeté le 19 février 2020 « Mon rêve, c'est d'être sponsorisé Nike ». Et donc, en fait, je voulais juste vous raconter cette petite histoire. En gros, il y a 3 ans, Inoxtag rêvait d'être sponsorisé Nike, d'avoir une collab avec une des plus grandes marques au monde, d'ailleurs, on peut le dire. Et aujourd'hui, projet réalisé. Et toute la campagne de publicité autour de ça est vraiment folle. Les photos L'image, les photos sont vraiment On peut bravo. faire une petite minute sur le prix des TN, s'il vous plaît. On peut faire une petite minute sur le prix des TN. totalement. Vas-y, t'as quoi à dire, Zach? C'est cher et c'est moche. C'est cher et c'est moche. Oh là Ok. là. Yes. Et surtout, il va jamais monter la montagne avec ses TN. Ah non. Ah, c'est vrai ça. Ouais. Oui, il va glisser, quoi, mais... Pourquoi il va il va pouvoir. glisser Pourquoi il a pas choisi une marque plutôt de fringues de montagne, machin rando, Salomon. Ça va pas se vendre, quoi. genre Quechua, tu vois. Tu veux savoir la vérité? Je pense que, les crampons là, d'alpinisme. très honnêtement, je pense que c'est pas lui qui a choisi la marque, d'une part. Je pense que c'est plutôt Ouais. Nike qui l'a choisi. Et qui Ouais. Non, s'est c'est son dit. agent. Ah non, je pense que c'est plus Nike qui est venu le voir en mode. Son agent, il a écoute, dit frérot, tu vas mettre tes TN et tu vas faire l'Everest avec parce que vu ce qu'il nous donne comme oseille. Ouais, c'est ce que je dis. Du coup, Nike est venu le voir et son agent a dû dire gros, c'est un contrat inloupable. On est obligé de signer avec eux. Et à mon avis, Nike, comme on connaît leurs valeurs, etc., le dépassement de soi, etc. Just do it. Voilà, Just Do It. Ils ont dit oh, le mec, il veut monter l'Everest? Ouais, allez, C'est parti. collab. Et alors, juste pour prolonger la minute TN, pourquoi c'est moche, les requins, Zach? Argumente, non? C'est un avis purement subjectif, mais ça mérite pas ce prix-là, les gars. Vous savez combien ça coûte à la production et où c'est produit, vous qui êtes des chevaliers de. Ouais, mais Mais dans ce cas-là, il n'y a aucune paire de chaussures qui mérite ce prix-là. hein. Combien ça coûte des TN? J'avoue que j'en ai aucune idée. Il me semble, alors je vais pas dire de bêtises, mais je dirais 149 €, si je dis pas de Ouais, bêtises. je dirais 100 par là, ouais. Entre 100 et 149 €. Entre 100 et Eh 150 ben, je je pense. suis sur le site de Nike et les Air Max sont à 200 €. Alors, Les Air Max, sont là, ouais, Moi, tu je les les ai as- à 190, là, les TN Ah noirs. ouais, on est classiques. encore plus cher. ok. 190. Mais au final, il y a quand même plein de sneakers qui ont pris beaucoup de. Enfin, comment dire, une grosse évolution de prix, même en 5 ans, je dirais. Et c'est plus si rare, malheureusement, en fait, pour toutes les paires, limite, Oui. d'avoir du 200 quasi, tu vois. C'est fou, Ah, c'est c'est marrant une ça. dinguerie. Et encore, on parle pas des éditions limitées. Et on parle pas des ouais, copes et des drops. ouais, et tout. ouais, Ah, exactement. alors là. Ça, C'est ce sera un bon débat un jour. Oh là. La hype autour des sneakers, Je vais c'est. pousser un coup de gueule, j'annonce. Ah ouais. écoute, on sera là On note. pour t'écouter. Messieurs, on avance. On va vous parler un peu ciné, un peu série, un peu théâtre, un peu musique. C'est l'heure évidemment de la chronique culture. Aujourd'hui, c'est Lux qui s'y colle. Et Lux, tu vas nous parler d'un livre qui t'a particulièrement touché. Exactement, un livre, une recommandation culturelle, un livre que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Je l'ai lu pendant 6 heures de train, d'une traite. Ah, quand même. C'est le livre Événement de la rentrée. Alors déjà juste, 6 heures de train, c'était pour aller où? C'était Toulouse à Paris. Il y a un intercité qui fait encore 6h50. Horrible celui-là. Celui c'est qu'on l'enfer. prend que quand on ne peut pas prendre le TGV, Bon. qui est en 4 heures. T'as plus En tout cas, d'oseille. tu l'as- Plus d'argent. Il était complet. En tout cas, tu l'as lu d'une traite. Du coup, on imagine que c'est un livre qui t'a particulièrement. Exactement. J'ai beaucoup aimé ce livre. Ok, bon, on t'écoute. Dans, du coup, la prochaine fois tu mordras la poussière, le chroniqueur TV Panayotis Pasco, qui est devenu auteur, il nous partage 3 pans de sa vie dans cet ouvrage qui est très personnel. Il nous parle d'un côté de sa relation qui est très compliquée avec son père, sa grave dépression de l'autre côté, et de manière comme un fil tout le long de ce livre, son chemin vers l'acceptation de l'homosexualité. Avec une certaine légèreté qui est contrebalancée par des moments qui sont beaucoup plus durs, beaucoup plus sombres. Panayotis Pasco, il se confie, il parle de lui, il s'ouvre, et il partage au lecteur sa vie tout simplement. C'est le livre Événement de la rentrée, c'est le livre qui s'est le plus vendu la semaine dernière devant Nicolas Sarkozy, devant Amélie Nothomb. Et déjà, ils ont déjà vendu 40 000 exemplaires depuis le début. Voilà, Ouais. donc c'est ma recommandation culturelle. Ouais, effectivement. Et moi, j'ai pu voir quelques interviews de Panayotis. Là, il est en promo, tout simplement. Je l'ai vu, moi, dans Popcorn. Et il explique assez clairement, par des moments très concrets, la révélation de son homosexualité. Et il expliquait être gêné, avoir honte à certains moments. Et je pense que certaines personnes peuvent se reconnaître là-dedans. Je sais pas si Ando, t'as pu voir justement ces interviews. Mais figure-toi que dans ma tête, je me suis fait la même réflexion mot pour mot en fait. Donc je l'ai vu Ouais. dans Popcorn aussi. Ouais. Et le mot qui ressortait, c'était vraiment touchant. Ouais. Ça faisait 1000 ans du coup que moi je l'avais pas vu. Je pense que la dernière fois que je l'avais vu, vraiment, c'était au petit journal, même pas quotidien encore, tu vois. Mais je trouve en fait ce qui m'a attristé limite, parce que son histoire, enfin tu vois ce qu'il explique et tout, enfin c'est beau qu'il se confie, tu vois, qu'il en fasse qu'il extériorise ça et qu'il voilà, entre guillemets s'en débarrasse ces moments noirs de sa vie. Je trouve ça très, très cool.
Mais ce qui m'a attristé, c'est que je le trouve encore très marqué dans sa manière d'en parler et tout. Et t'as l'impression qu'en fait, il est pas tellement sorti d'affaire, tu vois. Alors, c'est pas forcément ce qui ressort de ses propos, mais j'ai eu parfois de la peine. J'étais vraiment touché moi-même, du coup. Et du coup, genre vraiment, ça m'a marqué le décalage entre le Panayotis de le petit journal qui Très était vraiment- drôle. Franchement, Ouais. le mot c'était pétillant, tu Ouais, vois. bien Alors, sûr. il était très, très jeune, frais, très drôle et tout, impertinent. Et là, du coup, ça m'a attristé parce que je l'ai trouvé un peu triste et j'espère vraiment qu'il retrouvera le sourire une bonne fois pour toutes très vite, quoi. C'est vrai, il avait l'air marqué. Il avait, oui, comme tu dis, dans une forme de mélancolie. Et je ne sais pas où il en est en ce moment, mais en tout cas, on espère que ça va mieux. Ah, et bien que, sûr. justement, il a pu, justement, grâce peut-être avec ce j'espère livre, aussi. d'avancer, justement, d'extérioriser un petit peu tout ça. Zach, tu as vu, toi, un petit peu la sortie de ce livre? Ça t'a interpellé? T'en as entendu parler? Moi, j'ai trouvé ça très très cool. Ouais. J'aime bien les clowns tristes de toute façon. Mhm. Mais je pense qu'il y a beaucoup de clowns tristes au final et beaucoup d'humoristes transforment la mélancolie pour en faire quelque chose de positif. Mais j'apprécie toujours quand il y a des gens qui ont un impact comme ça et qui fédèrent parce qu'ils ont une communauté pour passer des messages positifs comme ça là où on va apprendre à s'accepter, Ouais, non, etc. totalement. Donc c'est bien, franchement c'est cool. Donc non pas que ces sketchs étaient dénués d'intérêt parce que c'était quand même pertinent. Mais après je précise un truc, il se peut qu'il soit mal aussi. Enfin je veux dire c'est pas parce qu'il a fait un coming out qu'il va aller mieux. Tu parles en tant que psy, là, c'est ça? Bah oui, les relations c'est toujours le bordel, donc peut-être qu'en fait, même s'il a fait son coming out, il a des problèmes dans ses relations et c'est vrai que voilà. Mais il a On peut pas expliqué tout justement, résoudre, Popcorn. Il a été très clair là-dessus. Il a dit, on lui a demandé si justement le livre ça a été un bon moyen pour lui d'extérioriser ça et justement de mettre ça derrière lui. Et il explique très clairement que c'est pas dû à ça, c'est pas sa condition actuelle n'est pas due à ça, c'est qu'il souffre d'une forme de dépression qui est relativement rare. Mais oui, c'est pas tout cet épisode-là qui fait qu'il est comme ça actuellement. Il a juste pris conscience de certaines choses et maintenant il essaie d'avancer. Et, il le dit très clairement, il le dit très ouvertement. Merci beaucoup, Lux, en tout cas, pour ce choix. Je vous en prie. Vraiment, yes. super Ouais. Et intéressant. foncez en librairie, il est vraiment bien. Écoute, oui, au-delà de ça, au-delà du fond même du livre, toutes les critiques ont un petit peu salué le style Ouais. du livre et il a un vrai talent d'écriture et donc allez-y, foncez. Il est déjà en haut des ventes, donc Vous le trouverez facilement. voilà, vous ne pouvez pas le louper. La VAR de Glitch, ça vous parle? Oui. La Ah VAR, oui. la VAR de Glitch, notre petite chronique sport, notre petit instant. Ah, la petite, alors que les autres, c'est pas des petites, c'est ça? Alors, déjà, la semaine dernière, j'ai oublié de te remercier. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. C'est pas grave. Est-ce que la VAR de Glitch est un des segments préférés des gens? Oui. Oh oui, bon, oui. on va dire que oui. On va dire Arrête que de remuer le couteau dans la je remue aucun couteau en dos aujourd'hui. Je suis même pas sûr que tu nous fasses une chronique sport en fait. Tu nous fais une chronique ovni, non? Alors, je vais vous parler d'un ovni, Ouah. mais c'est bien du sport. Désolé, Zach, ça reste du sport. En fait, au sens figuré et presque comme au sens propre du terme. Cette semaine, Armand Duplantis s'est envolé à 6,23 m avec sa perche dans le ciel d'Eugène aux États-Unis. Déjà, bon, faut mesurer ce que c'est, 6,23 m, c'est énorme. Mais surtout, il faut mesurer l'exploit immense, puisque c'est un nouveau record du monde. Et surtout, c'est la 7e fois que le perchiste suédois bat le record du monde. Cette fois, oui, c'est immense. Mais du coup, je vais poser la question à mes amis. Vous pensez qu'il a quel âge, Armand Duplantis? 30 ans. 27. Ah, je l'ai même pas vu passer. Ouais, en vrai, j'ai Ah. vraiment qu'il est bien Ça veut bien dire que c'est un jeune. dard. Il a 42 ans. Non, je dirais 23. Eh bien, 7 records du monde à 23 ans, Ah ouais. exactement. Wow. T'as regardé Wow. hein, Non, je te menteur. jure, j'ai pas regardé. Menteur. Ah là, mais Bravo. tu m'as vu, tu me vois depuis tout à l'heure. Bref, c'est toute la folie autour de ce gars. Mondo, de son surnom, Ouais. est un véritable prodige. Je vous explique. Le jeune Armand, 4 ans, commence le saut à la perche dans le jardin familial en Louisiane, où des poteaux ont été montés par ses parents, son père ayant été lui-même un champion du monde de cette discipline. Lui devient champion du monde à 18 ans à peine à Berlin en 2018, un an après avoir déjà battu le record du monde chez les juniors. Cette date, en fait, c'est la première d'une série d'exploits qui dure donc jusqu'à aujourd'hui. À 20 ans, il bat le record du monde senior détenu jusque-là par Cocorico, le français Renaud Lavillenie. À 21 ans, il est médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et pendant ce temps-là, en fait, il bat son propre record du monde, centimètre par centimètre, à la façon du grand Sergueï Boubka, la légende de l'URSS notamment, qui avait adopté cette même technique. Bref, en 2023,
Mando Duplantis a sa carrière devant lui, le monde à ses pieds et sa propre légende à écrire. Des athlètes comme lui, ça n'apparaît qu'une fois ou presque tous les 10 ans. Il fait un bien fou à l'athlétisme mondial, qui est, il faut le dire, en perte un peu de vitesse depuis les retraites de stars comme Usain Bolt, pour ne nommer qu'elle. Et la seule question qu'on se pose de tous à son sujet, c'est jusqu'où repoussera-t-il les limites de son sport ? Ouais. Et c'est fascinant la trajectoire de ce gars, je trouve. C'est pour ça que c'était mon choix de cette semaine. Mais typiquement, oui, comme tu dis, une fois tous les 10 ans, c'est genre des gens comme ça qui dominent autant leur discipline. Mais vraiment, alors là, c'est pas non, il la écrase. survol, c'est de très très loin. Il est très très loin de toute concurrence. En vrai, en tête, on pense à qui ? Usain Bolt, tu en as parlé évidemment. Ah, bloc Usain Bolt. Mais C'est vrai que Usain Bolt, il a eu quand même quelques failles. Alors que lui, j'entendais des perchistes français du coup plus modestes qui disaient mais en fait maintenant c'est devenu un événement que le gars finisse deuxième genre. Et alors justement, j'ai entendu une émission sur RMC aujourd'hui. Il me semble que c'est Renaud Lavillenie qui en parlait. On lui a demandé si l'innovation technologique avait pu jouer depuis l'époque Sergei Bubka. Intéressant. Ouais. Et lui répondait, alors ça a évolué, mais c'était à la marge. En fait, c'était vraiment des choses, ok, la composition des matériaux de la perche, mais c'était en vrai le même sport qu'il y a 30 ans. C'est ce qu'il disait. Donc clairement, en fait, quand tu vois ce petit génie de ce sport-là, tout est dû à son talent. En gros, tout repose sur ce talent-là. Et quelque chose de très intéressant aussi que Renaud disait. Renaud, je l'appelle comme si c'était mon pote. Excusez-moi, Renaud. Renaud. Un ami Renaud. En vrai, non, pas du tout. Il disait que très jeune, Mondo. Non, je vais pas. Je vais pas continuer sur la thématique. Mais c'est Mondo son surnom. Ouais. Il était présélectionné pour courir le 100 mètres. Il avait des facilités dans tous les sports et entre guillemets, il pouvait à terme courir le 100 mètres en 10 secondes. Et ça, tout le monde le savait. Ah ouais. Donc en fait, il a des capacités athlétiques qui sont déjà de base folles. Alors lui, il a décidé de se tourner vers la perche, mais il aurait très bien pu évoluer dans un autre sport. Zach, est-ce que cette personne, tu la connais déjà de base ? Est-ce que ça te parle ? Non, je connais. Oui, alors lui, non, mais je connaissais le précédent dont vous avez parlé, Renaud Lavillenie. Oui. Mais moi, ça me surprend toujours l'impact de l'enfance et des conditions dans lesquelles tu nais pour faire naître une vocation. C'est-à-dire que si ce mec-là, il n'avait pas eu ces 2 poteaux dans son jardin, peut-être qu'il serait géo de Club Med aujourd'hui. Fun fact qui va dans ton sens, Zach, figurez-vous que le même Renaud Lavillenie avait des perches dans son jardin quand il était gosse en Auvergne. Donc tu vois, il n'y a pas tellement de secret. La trajectoire est folle, franchement. Ouais. Si Zidane n'avait pas eu un terrain de foot en bas de chez lui, que serait-il passé ? Donc pour le coup, si vous avez un voisin qui commence à monter des perches dans le jardin, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Lui, il va vous rapporter gros plus tard. Ah bah là, vous pouvez miser sur lui. Je suis très admiratif des gens qui persévèrent dans des sports pas médiatisés, pas rémunérateurs et avec une haute difficulté technique comme celle-là. Ça me frappe toujours. C'est vraiment la passion à l'état pur, quoi. Donc, les gens qui courent je ne sais combien de kilomètres. Typiquement. typiquement. La quantité de souffrance que ces gens doivent s'infliger, même au jour le jour, durant les entraînements. T'es Floyd Mayweather, tu te dis, bon, je vais m'en prendre plein la gueule, mais le combat va me rapporter 20 millions d'euros. Là, le gars, il s'est cassé la gueule 40 fois de sa perche dans la journée et il doit quand même assurer un emploi à côté parce que ça le fait pas vivre. C'est vrai. Bon, de toute manière, on est tous d'accord pour dire que Mondo Duplantis, un craquito. C'est la famille. Ah, c'est la Fafa. Immense respect. Et on se demande où il s'arrêtera. Messieurs, c'est l'heure de la chronique de Zach. Oui. Oh oui. C'est le moment Merci, qu'on attendait tous d'ailleurs, je pense. Ah bah non, mais on s'attend tous, c'est magnifique. Ouais. Écoute Zach, c'est à toi. Exactement. Alors je précise que la chronique qui va suivre, par souci de timing, ne concernera que des exemples de couples hétérosexuels. Je vais vous parler aujourd'hui de l'importance de la taille et des défauts physiques sur les applis de rencontre. Coluche, que je vais citer, disait « Il y aura des hommes beaux, des hommes moches, et tous seront égaux, mais ça ne sera pas facile. » Fin de citation. Et je dédie cette chronique à tous les hommes préoccupés par une problématique de taille, quel que soit le membre concerné. Donc dédicace à toi, l'adolescent qui souffre devant ton miroir, parce que Marlène, la plus célèbre des chick-chokeuses de la cantine, t'a taxé de gros nez dégueulasses devant tout le monde. Aujourd'hui, ton goûter n'avait aucune saveur. Tu n'as pas rejoint tes potos sur votre session gaming en ligne et tu n'as pas ouvert ton cartable, malgré l'interro de demain sur les minéraux et sédiments du Zimbabwe oriental.
Tu as passé ton 18-20 heures devant ton miroir, a d'abord réalisé pour la première fois que tu avais en effet un nez indéniable, majestueux, voire insolent. Puis enfin, tu as culpabilisé, tu t'es senti triste et fatigué. Tu n'as pour le moment pas en tête Sean Penn, Adrien Brody ou Gérard Depardieu, qui pourtant s'en sont très bien sortis avec des tarins leur permettant de fumer sous la douche. J'aimerais te dire que tout s'arrêtera à l'âge adulte, où tu seras enfin valorisé pour ton âme, ton talent. Mais tu découvriras que non, le jour où, las de ton anxiété sociale, qui t'a rendu aussi pertinent en drague qu'un daltonien qui joue à Guitar Hero, tu auras l'idée d'installer une application de rencontre. Merveilleuse idée. Attachez votre ceinture, vous mes petits potes complexés du nez, du zboob ou de votre taille en général. Vous êtes partis pour une longue quête à l'âme sœur où vous croiserez des êtres impitoyables, désinhibés par la distance, et ne mesurant pas le poids de leurs mots tapés sur un écran de verre, par le balai infernal de leurs faux ongles rouges sang. Petit dialogue illustratif donc, je précise, inspiré d'aucun personnage réel, ni de l'expérience d'un chroniqueur positionné à la table des présentateurs du podcast. Deux points, ouvrez les guillemets. Hé Natacha, très belle photo, moi c'est Cédric. L1 sciences humaines et sociales, fan de cinéma et de musique alternative. T'es dispo pour boire un verre bientôt? Point d'interrogation. 3 petits points semblent indiquer une rédaction de réponse immédiate. Cédric retient son souffle, va-t-elle faire une faute d'orthographe? Peut-être un smiley qui rougit? Ou une photo de ses nichons? Ah, la réponse apparaît enfin. Natacha, 2 points. La taille? Point d'interrogation. Non, vous ne rêvez pas. Même pas ta taille, mais la taille. La taille de toi, petit être culotté qui ose me déranger pendant que je fixe mes fossiles pour mon prochain post Insta. Cédric, 2 points. 1m71, pourquoi? Point d'interrogation. Natacha, 2 points. Ok, ciao, point. C'est net, sans bavure. Et d'une violence inversement proportionnelle à la probabilité que Natacha soit chercheuse au CNRS. Aujourd'hui, en France, des milliers de Cédric se voient recalés à leur premier entretien de bamboche, sacrifiés sur l'autel de la dictature de la taille. Si vous m'entendez, et avant d'aller perturber une matinée entière sur la ligne du RER A, sachez que selon la zone anatomique concernée, il existe des solutions concrètes. Sachez d'abord, et navré pour les concernés, qu'il est aujourd'hui plus facile de gagner 15 cm de taille générale que de transformer votre Twix en bûche de Noël. De très sérieuses cliniques turques et chinoises proposent une opération d'agrandissement, en coupant votre fémur, puis en écartant progressivement les 2 extrémités sectionnées, pour favoriser la croissance de nouvelles cellules osseuses et ainsi gagner plusieurs centimètres. C'est cher, ça fait mal, mais Cédric peut finalement recontacter, en lui affichant fièrement son 1m90, en pleine poire, Natacha. Il peut profiter d'une délicieuse soirée avec elle en la regardant siroter son cocktail Sexy Lagoon, et à écouter son ingénieux plan pour devenir millionnaire grâce à son projet de marque de sac à main pour chat, parce qu'elle a 2 chats et que c'est trop sévi, et que pour le moment elle est chez ses parents, mais qu'elle croit fort à son projet, notamment parce que sur Insta, elle suit un compte de citations de motivation pour entrepreneurs, qui lui a bien fait comprendre que les gens qui ne rêvent pas sont ceux qui ne réussissent pas. Bref, l'addition sera pour la Visa Electron de Cédric, qui rentrera la biscotte sèche vu que Natacha a vu qu'il avait une Electron et qu'il avait transpiré en faisant le code. Cédric a finalement déposé Natacha devant le Coco Crazy Beach, son club favori. Puis lui, il est rentré dans sa cité étudiante, les yeux écarquillés d'effroi, mais aussi de grâce. Car Cédric réalisa. Aucun centimètre ni carte métallique contenant des centaines de milliers d'euros n'aurait pu contenter Natacha, qui n'avait même pas pris la peine de s'intéresser à sa vie. Il repensa alors à Marie-Léonie, sa copine weirdo du lycée, belle mais bizarre, donc moins socialement acceptable pendant les années lycée. Elle ne vernissait pas ses ongles, mais elle s'intéressait aux mêmes films chelous de cinéma coréen que Cédric, et surtout quand Cédric parlait de sa journée ou ses passions, elle l'écoutait les yeux écarquillés, le cœur embué, de toute la tension sapiosexuelle produite par le contact de leurs 2 êtres. Moins d'apparat, moins de conformisme, pour plus de substance, plus de matière. Paradoxal pour un être qui manquait de centimètres. Alors à vous tous les Cédric, qui allez pousser la porte d'une clinique des jambes, gardez votre oseille, payez un resto à votre Marie-Léonie, ancienne copine du club de lecture manga du lycée. Elle vous aimait pour ce que vous étiez, et l'aventure sera belle. Et pour les complexés du sgeg, toujours pas convaincus par mon discours et qui attendaient de ma part une proposition de solution chirurgicale, prenez des cours de cunilingus et justifiez les centimètres qui vous manquent en racontant que vous avez sauté sur une mine pendant une mission humanitaire. Elle jouira et vous aurez en prime toute son admiration. Sur ce, je vous laisse, haut les cœurs et à bas les Jessica. Merci Zach, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Zach. Très belle chronique. Merci, Zach. Très belle chronique. Avec des super jolis prénoms quand même. Très bien choisi. Marie-Léonie, c'est Marie-Léonie, mon préféré, c'est- évidemment. Ouais, Natacha magnifique. surtout. Natacha, c'est Natacha. le premier que j'ai choisi. Natacha, ah oui, Je sais pas Natacha, pourquoi. c'était venu comme ça, quoi. Ouais. Ouais, j'imagine. Merci beaucoup, Zach. Messieurs, c'est l'heure du quiz. Oui. Oh. Allons-y, allons-y. Ça va Prenons encore, notre ça va encore se revanche. taper sur la gueule, là, je le sens. Ça va encore... Je me concentre là, je parle même plus. Ah ouais, je vois ça. Vas-y, mon petit pote. Sourcils froncés.
Prêt à C'est gagner. la base. On le rappelle, Uh-huh. c'est Lux qui avait gagné la semaine dernière. Tu nous rappelles les points, Ando? Lux avait donc gagné 3-2 pour moi, 1 pour Zach. Ok. Ce qui lui fait le premier point de l'année. Première question. Selon Andy Warhol, à combien de temps de célébrité aurons-nous tous droit? 15 15 quoi? minutes. Ouais, je vais dire pareil, je crois que c'est un quart d'heure. Zach, 1 point. Oh, bravo Zach. Je l'ai pas Timère, les gars. Et évidemment, un quart d'heure. Un quart d'heure Forcément, de- votre de génération célébrité. connaît pas toutes ces icônes. Vous êtes Ah. Il a pas biberonné été à cancel, TikTok. lui Andy Warhol? Voilà, ouais, forcément. Il me Bah, du semble coup, pas. vous intéressez pas. Voilà. Donc, Il me semble pas. Chercher Bien une fait pour excuse, mais vous. c'est pas grave. Ouais, je vois ça. Ouais. bien fait Tout pour pour vous. les points, quoi. Tout pour les points. Oui. Question politique. Oh merde. Quel âge avait Nicolas Sarkozy quand il est devenu le maire de Neuilly-sur-Seine? 28 ans. 28 ans. Oh, il me semble, honnêtement, Ouais. Tu C'est crois que moi. c'est qui? je crois que c'est Zach. Bah oui, Je pense c'est que moi. c'est les gars. Zach. Je crois que c'est Zach. La VAR. On n'était pas loin du tout. Hein. C'est fou parce que la VAR de J'aurais Glitch est tendance à dire passée, Zach aussi. mais je crois que j'ai entendu Zach de Pourtant, loin. on est tous sûrs que c'est les parents d'eau, on est sûr. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas osé, sinon je l'aurais fait, mais. Vous êtes Donc, deux d'accord points, avec Zach. moi? On l'accorde à Zach. Ouais. Oui, deux c'est points, parfait. Je pense allez. très Ah, honnêtement ouais. que sans vouloir. On fait de la charité aujourd'hui. Voilà. La charité. Carrément, la charité. Et je précise pour dire qu'il avait officié pour le mariage de Jacques Martin et de sa future femme, finalement, Ok. Cécilia Attia Sarkozy. Ah, bah oui, oui, oui. Et qu'il a Tout fait à le fait. mariage de Jacques Martin pour finir par se taper la femme de Jacques Martin. Sacré Nico. Tout à fait. Sacré Nico. Sacré Nico, il en a d'autres en poche, lui. Et il a marié Ouais. Johnny. Il a marié d'autres Johnny. doses. Ah, il a marié ouais, Johnny. ça va. Ah ouais, ouais. Et pas que. Ouais, mais il a Pas que il a Johnny. pas Et pas touché que. là, pour le coup. Question. Quelle déesse grecque des Artémis. arcs-en-ciel porte le même nom qu'une fleur? Artemis. Non. Je suis très mauvais en déesse grecque. Est-ce que c'est Iris genre une sous-déesse? Oh. Non, si c'est Iris, c'est trop. Si c'est Iris. Il nous met une volée. T'as Je l'ai regardé entendu Ouais, mais de les loin, gars, hein. J'ai entendu mais- le clavier, hein. T'as entendu le clavier? Ouais. clavier de rien, Oh, frérot. oh là là N'importe là là quoi. là là. N'importe quoi. On soupçonne une triche chez Zach. Non, mais très bien. Ouh non, non, Oh, non, 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 je suis non, trop- non. La vérité, beaucoup c'est trop véloce Iris, c'est pas Iris. pour qu'il y ait une triche, les gars. C'est Iris. Putain. La réponse est Iris. Oh là là. Waouh. Bah ouais. Trois Bah ouais. questions. J'ai fait latin. Trois Moi, j'ai points fait pour latin. Zach. Ok. Ouais. J'aurais dû écouter ma prof de français en 6ème. Et on voit comment t'as Voilà. fini, Zach. hein. On en fait une dernière pour le fun, vu que c'est déjà plié, mais. Bah ouais. Non. Je suis numéro Ouais, uno, les gars. en vrai, il On a reste- dit qu'on faisait de la charité aujourd'hui, j'ai pas répondu à une bonne question, je suis chaud de la charité. On est d'accord, c'est un point global qui est gagné par émission. Il est inquiet. Moi, je veux pas Allez, me Il est par Zach, inquiet hein. déjà. hein. Sinon, on s'arrête C'est là. un point global par émission, Voilà. effectivement. Le gagnant de l'émission gagne un point. Très bien. Ouais, bah, c'est nouveau. ça. Il avait peur. Vous savez quoi aujourd'hui? On va changer un peu les règles. Zach a Oh 3 putain, points. il va faire une mort subite. Zach a 3 points. Je vais poser, écoutez-moi, je vais poser 3 questions. Donc déjà, pour que la personne le rattrape, ça va être compliqué. Il va falloir faire un sans faute. Mais je vais poser encore 3 questions. Quelle ville d'Espagne abrite le palais de l'Alhambra? Cordoba. Barcelone. Grenade. Madrid. Oui, Andoni. Putain. On est là. Zach, on t'a pas Ok, entendu. t'as hein. Ok. Non, parce que j'ai bugué complet. Là, Ah j'allais oui. dire Barcelone, mais Ok. Donc Ando, Road to la remontada, là. road to la remontada. Bon road to courage. moustache. Ouais. Bon courage. Question. Quel animal porte un nom qui, en grec, signifie cheval de la rivière? Hippocampe. Putain. Non. Hippopotame. Oh putain. La remontada. Et ça triche pas, vous? Ça Et- triche. Il a triché, ouais. Ça triche absolument Frérot, pas. c'est toi qui as fait latin, là. Je m'attendais à ce que tu me battes. Qu'est-ce que tu caches sous tes moustaches? Oh. Une remontada, frérot. J'arrive. J'ai une bonne question. El mustachos de la remontada. Donc Zach, Allez, 3 Julien points. Lepers. Ando, Vas-y. 2 points. Et du coup, là, si je réponds bon, on s'arrête là. Eh bah, oui. Ok, vas-y, on y va. Fais pas ça. Tu vas gâcher un peu le suspense, mais... Jamais tout dans Je suis remotivé, c'est bon. Ça y est, ça y est. Messieurs, en 2015, quel club de football a remporté Allez. Chier. le championnat de la Ligue 1, la Coupe de France? Le Paris Saint-Germain. Bah, frérot, non, je perds sur le PSG, c'est une dinguerie. La remontada. La frérot, remontada on t'a dit. était là. C'est une Oh mon dinguerie. Dieu. Ah, Bah, non, c'est sacrément ironique. Une remontada grâce au PSG. Grâce c'est au fort. PSG. Ouais. Oh oui. Donc 3 Ouais, contre 3 ouais. là. Et surtout que Wow. tu aimes Putain, mort Barcelone. subite, du Ouais, coup. c'est Ouais, c'est- c'est Oh là là. c'est mon bail.
Ouah, mort subite, ok. Et du coup, je peux pas jouer, moi, on est d'accord. Bah là, écoute. Là, non, c'est entre moi et moi. Super. Très bien, merci. Tu peux jouer, hein. Inclusion, Mais bon. Prépare ta De reco. toute façon, au pire. tu fais la gueule depuis le début du quiz. Alors... Il est pas content. Il sait qu'il va être rattrapé là. Il sait qu'il va être rattrapé parce que je le rappelle, Lux avait Mauvais une perdant. victoire sur la première émission et que là, forcément, ça Ok. va se jouer entre Allez, c'est parti. Zach et Ando. Allez, vas-y. Messieurs, dernière question. Quelle partie du Titanic a heurté l'iceberg? Le côté tribord. Tribord. Bon, Bah, je dis bâbord du coup, mais. la non, poupe tribord. ou le côté bâbord? La réponse est le côté tribord. Je l'avais pas. Alors, le ouais, Titanic, dommage. les gars, vous pouvez pas me tester sur le Titanic. Je pense qu'on se souviendra si plus de la j'avais pu jouer- remontada que de la victoire, mais c'est pas grave. Yes. Voilà. J'ai même pas eu le temps de proposer que Zach était devant. Zach, Ouais. tu es le grand gagnant du jour. Bravo. Merci les gars. bravo à Merci. toi, bravo. C'est mérité. Et même si on a voulu changer les règles, Zéro. même si on a voulu, C'est pas mérité. Qu'est-ce qu'il a, Poulidor, là? tu as lutté. Ah, mais là, clairement, C'était une référence sportive. j'ai bien compris, Luc. J'ai bien compris. Et pourtant, tu as égalité avec Zach. Sache-le maintenant. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Oui, Un bon, point ça va, important. on passe au reco. Eh bien, écoute, tu as raison. C'est l'heure des recos. Messieurs, on va terminer cette émission avec vos petites recommandations culturelles. Je ne sais pas ce que vous avez vu dans la semaine, des séries, des films, des choses qui vous ont marqué et que vous avez envie Je de commence. partager avec les gens. Tu veux commencer, Zach? Je commence. On t'écoute. Je vais recommander un clip d'un groupe électro qui s'appelle The Blaze, B-L-A-Z-E. Ok. Donc c'est le clip de la chanson Madly, M-A-D-L-Y, Ouais. qui est issu de leur le nouvel album Jungle. Et c'est une fois de plus avec The Blaze, une claque audio et visuelle. Et The Blaze, en fait, c'est un duo de cousins. Un compose la musique électro et est plutôt axé sur vraiment l'aspect musical, et l'autre est réal de vidéo. En fait, vraiment, l'identité de The Blaze, c'est de faire des clips où en fait l'identité musicale, elle embrasse complètement la vidéo, et vous pouvez pas entendre une musique de The Blaze après avoir vu un de leurs clips sans avoir les images du clip en tête, tellement Ok, c'est fort ok. ce qu'ils produisent. C'est Ok, trop bien. Vas-y, on ira voir. Ouais. Puis, Et juste un dernier truc, avant de voir celui-là, si vous voulez regarder Territory, donc il y a un clip sur je crois que c'est un Algérien qui revient chez lui après des années où il est pas revenu, et le clip suit son retour en Algérie auprès de sa famille, et c'est une claque. Et l'acteur de ce clip a été repéré pour jouer dans un James Bond, du coup, c'est ce clip qui a permis de le repérer, et Énorme. l'histoire est folle, quoi. Et le clip est The dingo. Blaze. Donc Territory de The Blaze et Madly. Voilà. Et tous les clips Ok. de The Blaze de toute façon. Ando, ta reco? Si certains ou certaines d'entre vous ne l'ont pas encore vu, je vous conseille d'aller voir au cinéma l'anatomie d'une chute. Mhm. Anatomie d'une chute, pas plus précis. Ouais. C'est le film de Justine Triet qui était Palme d'Or au Festival de Cannes. Cannes le dernier. Alors, je vous le recommanderais. Moi, c'était pas un film que j'ai surkiffé vraiment globalement, mais je trouve qu'il y a des moments dans le film de cinéma qui sont vraiment fous, avec des procédés genre très originaux et super bien pensés. Et l'histoire, ça reste un film ultra correct et vraiment cool à suivre. Donc pour tout ça, je vous conseille d'aller au cinéma le voir. Cool. J'irai voir Oppenheimer du coup. Lux, je pense que de toute façon, ta reco, on la connaît. C'était le livre de Panayotis Pasco. Bah, figure-toi qu'il y a autre chose. Oh! Il y a autre chose. Oh mon Dieu, qui nous gâte. Ce puits Tu de nous gâtes. culture. Vas-y, gâte-nous. Je vais recommander quelque chose que je connais pas, que j'ai pas encore vu, mais dont j'ai eu que des bons retours positifs. C'est la nouvelle série de Netflix sur Bernard Tapie. Et Ah. franchement, Ah. ça a l'air extrêmement bien, avec Laurent Lafitte de la Comédie Française dans le rôle principal. On en pense qu'on veut de Tapie, mais c'est quand même un peu un monument français, donc je pense que c'est chouette de s'intéresser un peu à sa vie. À noter cependant qu'apparemment, il y a des passages qui sont un petit peu écrits et que tout n'est pas la vérité. Ok. Je pense que je vais Comme ma regarder aussi. chronique. C'est vrai. Eh bien, vous savez ce que c'était ma reco, moi? Dis-moi que c'était la série Tapis. Eh ben, c'était la série Tapis. Ah, mais je te la laisse. Alors, attends, je vais un peu nuancer. Alors, moi, j'ai pu tout regarder pour le coup. Ouais. Donc, moi, je veux vous la recommander, mais pas vraiment. En vrai, elle m'a pas chamboulé cette série. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais il y a une scène, et vraiment une seule scène pour laquelle on devrait regarder cette série. C'est une scène qui arrive plutôt à la fin. Je vais pas vous la spoiler, en vrai. Je peux simplement vous dire que c'est face à un procureur de la République. Elle dure relativement longtemps. On est vraiment Bernard Tapie en face du procureur et ça dure de longues minutes. Ok, Et spoil. cette scène est folle. Et quand je vous dis elle est folle, c'est incroyable. Et je vous jure que Ok.
la série vaut le coup uniquement pour cette scène. Messieurs, c'est la fin de cet épisode de Glitch. Ah non. Ouais, je suis désolé. Ah non. Ah non. Je refuse. Je refuse. Ah non, j'ai rien d'autre dans ma vie. Oh putain. mon dieu. Oh mon dieu, je suis Bordel désolé. de merde. Bon, on se retrouve quand même la semaine prochaine, messieurs. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. toujours. Avec grand plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Pour cela, c'est très simple. Vous pouvez nous retrouver chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Vous connaissez la chanson, mais sachez que c'est important. C'est vous qui pouvez nous donner de la force. Merci d'être là. Merci de nous suivre. Et en tout cas, on attend vos retours avec impatience. Bref, des commentaires, des likes, des abonnements et plein d'amour, on peut le dire. Oui. Toujours en plein d'amour. Andoni, Lux, Zach, merci messieurs. On se donne Merci. rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, plein de bisous. Ciao les gars.